Une alerte système clignote. Le protagoniste de l'histoire, Charles Hénard, est apparu. Le héros aux cheveux d'or observe, qualifiant le défi d'imprudence totale. Mais notre gars lui sourit avec une intensité ardente, appelant ça du courage. Charles jure de le vaincre et de suivre la voie du suzerain. Et notre MC? Le système révèle qu'il est l'auteur original, réincarné en personnage secondaire. La bataille commence instantanément, le sol même se brisant sous leur présence. Leurs lames s'entrechoquent alors que la foudre bleue rencontre une aura orange flamboyante. La force de leur rencontre fissure la terre sous leurs pieds. Deux immenses énergies s'affrontent, déchirant le paysage désolé. L'auteur bondit à travers l'explosion, prêt à frapper sa propre création. Mais Charles Hénard part l'attaque avec un regard froid et calculateur. L'auteur descend tel un météore, sa lame enflammée s'écrasant. Il enchaîne avec un coup de pied qui brise le sol, implacable dans son assaut. Mais le héros est trop rapide, utilisant les débris pour créer de la distance. Il révèle qu'il a déjà mémorisé les schémas d'attaque de l'auteur. Avec un sourire narquois, Charles concentre une immense quantité de foudre dans sa lame. Notre gars réalise son erreur fatale. Il est devenu prévisible. Le héros déchaîne une vague dévastatrice d'énergie azur pure. Et voilà comment l'auteur reçoit une dure leçon sur l'invincibilité du protagoniste. Il est projeté au sol, brisé mais pas encore vaincu. Il se relève, meurtri et contusionné, mais sa volonté reste intacte. Mais Charles ne lui laisse aucun répit, descendant pour le coup final. L'auteur tente désespérément de retenir le déferlement de puissance azur. À cet instant, une horrible prise de conscience se lit sur son visage. La lame du héros fend l'air, une traînée de lumière bleue impitoyable. Elle atteint sa cible, déchirant la chair et les os avec une force dévastatrice. La douleur fulgurante est inimaginable alors que l'acier imprégné de foudre le déchire. Il ne peut que rester là, empalé par le jugement vertueux du héros, un titre approprié pour une bataille entre un créateur et sa propre création. Avec des yeux froids et déterminés, Charles Hénard déclare que le combat est terminé. D'un dernier coup impitoyable, Charles Hénard met fin à la bataille. L'auteur ne peut que hurler alors que l'énergie azur déchire son corps. Il est enfoncé dans la terre, creusant un immense gouffre dans son sillage. L'impact envoie une onde de choc à travers la terre désolée. Mais alors que tout semble terminé, un nouveau pouvoir commence à s'éveiller. Des profondeurs du cratère, une sinistre aura rouge jaillit violemment. Notre gars est assis au milieu des décombres, le corps brisé mais l'esprit en éveil. Bien que couvert de blessures, son expression est étrangement sereine. Puis un œil s'ouvre brusquement, brillant d'une nouvelle lueur terrifiante. Son esprit se remémore une autre vie, un autre nom, Sato Shoda. Il se souvient de lui-même en tant que Sato Shoda, un humble romancier, un écrivain qui a miraculeusement écrit une série à succès de 400 chapitres. Il était le fier auteur de la saga héroïque du suzerain, et sa création était sur le point d'être adaptée en jeu. Toutes les nuits blanches et les luttes sans fin portaient enfin leurs fruits. Tout ce qu'il avait à faire était de signer le contrat posé devant lui. D'une main ferme, il a gravé son nom, scellant son destin. Il croyait qu'un avenir brillant l'attendait, mais l'univers est un éditeur cruel. L'instant d'après, il tombait inexplicablement du ciel. Sa dernière pensée fut une unique question désespérée. Pourquoi? Il se souvient de sa chute d'un gratte-ciel, un cri s'échappant de sa gorge. Le monde en dessous s'est précipité vers lui dans un flot vertigineux de lumière, mais le souvenir change. Il est sur un toit, levant les yeux avec une confusion totale. Un homme en costume élégant se tenait au-dessus de lui, offrant des conseils vraiment inutiles. Avec un sourire glacial, l'étranger a prétendu que tout cela était pour le bien de Sato. Sato a supplié pour sa vie, son esprit hurlant que cet homme était dangereux. L'homme a simplement gloussé, répétant les pensées paniquées de Sato. Une vague de confusion l'a frappé. Il n'avait pas prononcé un seul mot à voix haute. Le visage de l'étranger s'est tordu en une vision horrifiante, révélant qu'il pouvait lire dans les pensées. Et avec cette terrifiante révélation, Sato a été envoyé chuter vers sa première mort. Le pied de l'étranger s'abat avec une force froide et délibérée. Il écrase les doigts de Sato, brisant sa prise désespérée sur le rebord. Il crie, un mélange d'agonie et d'incrédulité face à une telle cruauté. Sa prise glisse, ses jointures blanches sous la pression implacable. La rage monte en lui alors qu'il réalise que c'est vraiment la fin de sa vie. Son esprit est envahi par le regret, pour sa mère, pour ses efforts vains. Mais son plus grand regret, laisser sa propre histoire inachevée. Un unique désir ardent commence à se former dans l'abîme de son désespoir. Sa main se serre, non pas en signe de reddition, mais dans un dernier acte de défi. Alors qu'il tombe, la peur est remplacée par une volonté de vivre féroce et dévorante. Ses yeux brûlent d'une nouvelle intensité violette, reflétant les flammes de sa rage. Il se serre la tête alors qu'un pouvoir incontrôlable jaillit de son corps. Le sol explose, incapable de contenir son éveil violent. Un pilier de destruction pure s'élève dans le ciel rouge sang. L'enfer s'étend, transformant le monde entier en une vision de l'enfer. Il se retrouve dans un vide, s'interrogeant sur la dévastation qu'il vient de provoquer. La scène passe à une ville consumée par ce même feu, et l'homme du toit est là, le regardant une fois de plus. L'étranger est choqué en réalisant que Sato possédait le trait du berserker, et soudain, il est étranglé, complètement à la merci de l'étranger.
L'étranger semble presque extatique, s'émerveillant du pouvoir que Sato a déchaîné. Il promet que ce nouveau pouvoir accordera à Sato une vie complètement nouvelle, une vie à l'intérieur du monde même que Sato a créé. Et avec un adieu énigmatique, l'étranger le laisse simplement partir. Pour la deuxième fois, Sato Shoda chute vers un destin incertain. Une voix résonne dans les ténèbres, l'appelant par son ancien nom. Il s'écrase sur la terre, l'impact étant une réentrée brutale dans l'existence. Il reprend lentement conscience, le brouillard de la mort et de la renaissance se dissipant de son esprit. Mais le monde dans lequel il se réveille n'est pas celui qu'il a laissé derrière lui. Une fenêtre système confirme ses pires craintes. Il a été, Izuke accent aigu, dans son propre roman. Le poids de sa situation s'abat sur lui, mais il est immédiatement tiré de ses pensées par un bruit venant des bois. Un ours monstrueux fonce sur lui, son rugissement faisant trembler le sol. Son esprit peine à assimiler le danger de mort immédiat. Des griffes acérées comme des rasoirs descendent, visant à le mettre en pièces. Mais après 2 morts, il refuse de succomber une 3e fois. Il se jette sur le côté, esquivant le coup de justesse. Et par chance, une hache bien placée l'attend. D'une main gantée, il saisit l'arme, prêt à riposter. Armé et désespéré, Sato charge pour affronter son premier vrai monstre. La bête rugit, ses yeux brûlant d'une fureur primaire terrifiante, mais Sato répond à sa rage par la sienne, brandissant la hache avec un cri désespéré. La lame frappe avec un craquement écœurant, déchirant la peau et l'os. La force pure du coup envoie l'énorme créature voler dans les airs. Elle s'écrase sur terre dans un bruit sourd qui fait trembler le sol, complètement immobile. Sato ne peut que regarder, abasourdi par la force impossible de ses propres mains. Mais sa confusion se transforme rapidement en une panique pure et simple. Il se souvient d'avoir été poussé de ce toit, sa première vie lui ayant été volée, puis de s'être réveillé ici, dans le monde même qu'il avait créé. Il comprend enfin que son corps a évolué, et cela ne l'enchante pas vraiment. Il inspecte son nouveau corps, commençant par une paire de biceps parfaitement entraînés, puis une poitrine épaisse ciselée comme celle d'une statue, et enfin, des abdominaux qui semblent avoir été taillés dans la pierre. L'ancien romancier a du mal à croire que c'est son propre corps. Mais les changements ne sont pas que superficiels. Quelque chose d'autre semble différent. Sa concentration s'aiguise, attiré par une unique goutte de rosée sur une feuille lointaine. Il suit sa chute, le monde semblant ralentir autour de lui. Le monde s'anime d'une manière qu'il n'a jamais connue. Ses sens sont aiguisés comme des rasoirs. Puis son odorat surdéveloppé détecte une odeur indésirable. Ses yeux s'illuminent d'intensité. C'est la même odeur bestiale qu'avant. Et il n'y a pas qu'un seul ours. C'est une réunion de famille tout droit sortie de l'enfer. Sato décide sagement que c'est le moment idéal pour partir. Mais alors qu'il se retourne pour fuir, un cri perçant déchire la forêt. Son plan d'évasion s'arrête brusquement dans la panique. Ailleurs dans ces montagnes périlleuses, une tragédie s'est produite. Un groupe de guerriers gît massacrés, leurs corps jonchant le sol. Une unique survivante raconte l'horreur. 4 ours, tous mortels. Elle regarde avec terreur les bêtes se régaler de ses camarades tombés, mais un seul faux pas, une brindille qui craque, brise le silence. Et d'un coup, l'attention du monstre se porte directement sur elle. Une terreur pure et totale remplit les yeux de la guerrière alors qu'elle est découverte. La bête fond sur elle, un maelstrom de griffes et de fureur. Elle se jette sur le côté, un cri désespéré s'échappant de sa gorge. Mais un autre est déjà sur elle, ses yeux brûlant d'une rage cramoisie. Dans son esprit, elle accepte son sort, un dernier plaidoyer pour vivre résonnant dans ses pensées. Mais alors que la fin semble certaine, un poing fend l'air. Il heurte la mâchoire de la bête dans un impact brutal qui brise les os. Le monstre est projeté dans les airs comme un jouet abandonné. Sato fixe sa main, complètement déconcerté par son propre pouvoir ridicule. La guerrière ne peut que le fixer en retour, l'appelant par un nom qui n'est pas le sien. Elle lève les yeux, incrédule, le prenant pour quelqu'un nommé Attila. Sa confusion se transforme en terreur, hurlant un avertissement sur le danger juste derrière lui. Il se retourne juste à temps pour voir le reste de la réunion de famille en colère chargée. Il se prépare, réalisant qu'il fait maintenant face à un trio de monstres enragés. La guerrière l'avertit désespérément que c'est un combat qu'il ne peut pas gagner, mais un sourire sombre, presque maniaque, s'affiche sur le visage de Sato, défiant ses paroles. Les bêtes poussèrent un rugissement assourdissant, leurs yeux brûlant d'une rage primaire. Son avertissement ne fait qu'alimenter son désir de tester les limites de son nouveau pouvoir. Il frappe le sol de son poing, brisant la terre avec une puissance brute. Dans une démonstration de force vraiment absurde, il utilise un ours comme massue contre l'autre. Il balance sa massue improvisée avec une force brutale, comptant sa première victime. Avec un regard féroce, il bondit vers sa prochaine cible. La deuxième bête ne peut que rugir de défi alors qu'il fond sur elle. Il assène un autre coup dévastateur, abattant le deuxième monstre en un éclair. 2 sont à terre, mais le troisième s'agite déjà, refusant de s'avouer vaincu. Sato n'hésite pas, enfonçant son poing directement dans le crâne de la bête. La force pure du coup fait reculer la créature. Et avec un dernier coup décisif, cette réunion de famille est officiellement annulée. Il atterrit fermement sur le sol, son assaut tourbillonnant enfin terminé.
Mais son travail n'est pas terminé alors que sa main se referme sur une lance abandonnée. Il se lance dans les airs, la lance pointée sur le dernier monstre restant. Avec un arc de lumière dorée, sa lame fend l'air à une vitesse impossible. La bête est déchirée en deux, un témoignage de sa nouvelle force terrifiante. L'unique survivante ne peut que regarder, son esprit luttant pour comprendre la scène. Une pluie cramoisie tombe du ciel, marquant la fin du massacre brutal. Sato atterrit au milieu du carnage, la poussière retombant sur sa victoire décisive. Il se relève, un sourire narquois aux lèvres alors qu'il contemple son œuvre. Mais il a une question brûlante. Mais qui diable est ce type, Attila? Avant qu'il puisse obtenir une réponse, la guerrière lui jette les bras autour du cou dans une étreinte désespérée. Des larmes de soulagement coulent sur son visage alors qu'elle avoue n'avoir jamais perdu foi en lui. Sato est complètement dépassée par ce remerciement soudain et très personnel. Elle est folle de joie, prête à le ramener chez lui pour un accueil en héros, mais Sato essaie toujours de comprendre qui est cet Attila. Et juste comme ça, l'univers décide de combler les lacunes pour lui. Les souvenirs du propriétaire original du corps inondent son esprit en un torrent. Il voit toute la vie d'Attila jusqu'à sa fin brutale et prématurée. Le jeune guerrier a été trahi, laissé pour mort lors de son rite de passage, tout cela faisant partie d'un complot orchestré par un rival ténébreux et souriant. Il n'est donc pas le héros, juste un figurant barbare qui était censé mourir. La guerrière le sort de sa torpeur, préoccupée par son silence soudain. Une détermination froide s'installe dans ses yeux. Les souvenirs de la trahison sont frais dans son esprit. Il baisse les yeux, remarquant les profondes blessures saignantes sur la jambe de la guerrière. Malgré sa propre confusion, il lui offre son dos, prêt à la porter en lieu sûr. Elle le prévient du long voyage qui les attend, mais il refuse de l'abandonner. Et avec une soudaine accélération, il s'élance, la laissant crier dans son sillage. Leur chemin est bloqué par un gouffre massif, apparemment infranchissable, mais pour un homme au corps surpuissant, infranchissable, n'est qu'une suggestion. Il descend la falaise avec une agilité impossible, attrapant même une collation en chemin. Il atterrit sans ralentir, continuant sa course folle sur le sol de la forêt. Sa passagère, pendant ce temps, semble sérieusement regretter ses choix de voyage. Le premier goût de nourriture dans ce nouveau monde est apparemment une expérience religieuse. Il propose de partager sa collation, mais elle rejette avec véhémence son fruit de seconde main. Finalement, leur destination apparaît, le campement de la tribu du Loup Noir. Les membres de la tribu n'en croient pas leurs yeux, se demandant comment Attila peut être en vie. Il se tient devant eux, un miracle vivant pour les gens qui le croyaient mort. Et pour Sato, ce n'est pas juste un village. C'est un souvenir qui a pris vie. C'est le campement même qu'il a conçu, maintenant une réalité tangible et vivante. Voir sa création prospérer est une récompense plus grande que n'importe quel contrat. Mais son moment de paix est brisé par un piétinement soudain et agressif. Un jeune homme regarde avec stupeur Sato le confronter avec une intensité silencieuse. Le jeune homme ne peut que le fixer, son visage un masque d'incrédulité pure. La foule s'écarte alors qu'une montagne d'hommes s'avance à grands pas en appelant le nom d'Attila. Sato reconnaît immédiatement l'aura intimidante. Voici le père d'Attila, Minzuk, le chef légendaire de la tribu du Loup Noir, un homme qui a l'air de manger des cailloux au petit déjeuner. D'un regard sévère, il met son fils dans l'embarras devant tout le village. Sato ne peut que balbutier une déclaration de retour paniquée. Mais au lieu d'un sermon, il reçoit une étreinte à briser les os de son père. Le redoutable guerrier fond en larmes, fou de joie de voir son fils en vie. Pendant ce temps, Sato a l'air d'avoir l'âme qui veut quitter son corps. Le chef célèbre l'événement, attribuant ce miracle à la prédiction d'une voyante. Le chef est submergé par l'émotion, déclarant que la légende du Loup Noir est vraie. Pour fêter le retour de son fils, Minzuk organise un immense festin. Le village tout entier éclate en célébration, portant un toast à une figure appelée le grand dieu roi martial. Sato ne perd pas de temps et dévore la nourriture avec une ferveur quasi religieuse. Un membre de la tribu lui offre à boire, et Sato accepte avec joie. Mais tandis qu'il boit, il observe les autres, une expression pensive sur le visage. La célébration se poursuit au son rythmé d'un immense tambour. Des guerriers martèlent un rythme puissant, leur corps luisant de sueur. Une danse rituelle commence, qui raconte l'histoire de leur légendaire dieu roi. C'est un récit tragique, racontant comment ce grand roi fut finalement tué par ses ennemis. Mais la légende dit que ce roi revint miraculeusement de la mort. La danseuse rejoue l'histoire, une guerrière féroce maniant une hache puissante. Ses yeux brûlent de la même intensité que le héros qu'elle incarne. Elle tourbillonne dans un déchaînement de mouvements, une danse à la fois gracieuse et destructrice. L'air lui-même semble se plier à la puissance de sa performance. Des perles de sueur coulent sur son front, témoignant des exigences épuisantes de la danse. L'histoire se termine avec le dieu roi se tenant comme l'unique protecteur du village. La tribu éclate en acclamations, leur morale remontée par l'ancien récit. Même Sato est impressionné, admettant que cette version en direct est plutôt bonne. Mais tandis que la célébration se poursuit, il est assis seul, l'esprit en ébullition. Il réalise que si c'est vraiment son monde, il doit y avoir une issue, une voie de sortie qu'il a lui-même écrite dans l'histoire, le légendaire royaume des fées. C'est le seul endroit où il aurait placé une sortie,
une porte dérobée classique d'auteur. Mais son grand plan d'évasion est interrompu par l'appel d'un repas bien cuit. Un pas lourd signale la fin de son moment de tranquillité. Un guerrier s'approche, ayant entendu le récit de son exploit. C'est Bleda, un guerrier ceinture d'or de la tribu du Loup Noir, et il est clairement impressionné. Il déclare que Attila a maintenant gagné sa place parmi leur rang d'élite. Sato accepte l'honneur avec une gratitude silencieuse et déterminée. Il est officiellement devenu un guerrier ceinture d'or, l'un des plus forts de la tribu. Ce titre n'est pas seulement un honneur. C'est une voie directe pour devenir le prochain chef. Et pour cette même raison, cette célébration est sur le point de se compliquer. Sato réalise que ce toast n'est pas juste un souhait de bienvenue. C'est une entrée dans une lutte de pouvoir. Mais alors qu'il lève sa chope, ses sens aiguisés perçoivent une odeur familière et dangereuse. C'est une odeur liée à une vérité que lui seul, l'auteur, pouvait connaître. L'homme qui a trahi Attila questionne son hésitation, une aura sombre l'entourant. Sans un mot, Sato verse la boisson empoisonnée sur le sol, confirmant ses soupçons. Il va droit au but, défiant le traître en combat sur le champ. Le rival semble amusé, se moquant de l'accès de courage soudain de Sato. Il avertit Sato de ne pas devenir arrogant, qualifiant sa survie de simple ruse. Le rival se contente d'un sourire narquois, disant à Sato de profiter du festin pour le moment. Il essaie de le s'arrêter, mais Bleda fait juste un signe d'adieu dédaigneux. Sato ne peut que regarder le traître et ses laquais se retirer dans la nuit. Il reste seul, surpris que son rival ait réellement reculé. Il réalise que Bleda est un lâche qui ne choisit que les combats qu'il est sûr de gagner. Incapable de jauger la nouvelle puissance de Sato, Bleda essaiera sûrement de le tuer à nouveau. Son esprit se remémore un temps plus simple, un jeune garçon montrant fièrement sa première prise. Ce souvenir assombrit son visage, une vie qui n'était pas la sienne. Il se souvient des louanges de son père, d'une promesse d'un grand avenir, le souvenir d'un père fier et de son fils avide aux yeux écarquillés. Il se souvient de son père, Minzuk, un homme aussi brillant et chaleureux que le soleil. Mais Sato n'a jamais eu de père, le laissant incertain sur la façon d'agir. Il se tient seul, perdu dans le sentiment inconnu de l'amour paternel. Il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'aurait pu être sa propre vie. Il imagine le souvenir d'un père fier et de son fils triomphant. Aurait-il jamais reçu ce genre de louange et d'affection? Mais ses pensées sont interrompues lorsque Minzuk l'appelle. Le chef se tient devant lui, prêt à lui donner quelque chose d'important. Il présente la marque du guerrier ceinture d'or, un honneur légendaire. Son père rayonne de fierté, sachant que c'est un titre pour lequel n'importe quel guerrier mourrait. Minzuk pousse avec empressement la ceinture dans les mains de Sato, lui disant de la mettre. Mais Sato a un problème. En tant qu'ancien romancier, il n'a aucune idée de comment la nouer. Le résultat est un désastre vestimentaire qui crie « Je n'ai aucune idée de ce que je fais ». Réfléchissant vite, il invente une excuse, prétendant que sa main est blessée depuis le combat. Son père le croit immédiatement, son visage s'illuminant alors qu'il propose de l'aide. Sato ne peut que le fixer, complètement pris au dépourvu par ce niveau d'affection paternelle. Le chef s'agenouille, se remémorant avec tendresse la première fois qu'il a noué la ceinture d'Attila. D'un geste expert, le nœud est fait, scellant son nouveau statut de guerrier. Il lève les yeux vers son fils avec une immense fierté, reconnaissant son long et difficile périple. Pour la première fois, Sato ressent une chaleur qu'il n'a jamais connue, offrant un remerciement sincère. Mais Sato ne peut que le regarder, complètement démuni face à un tel niveau d'affection. Son père lui dit de montrer un peu de joie, lui ébouriffant les cheveux avec un enthousiasme embarrassant. Minzuk est déconcerté par la modestie de son fils, rugissant que c'est un exploit sans précédent. Le village entier fait l'écho à ce sentiment, acclamant le retour de son jeune héros. Sato sait, cependant, que cet honneur n'a pas été gagné par ses propres mains. Il vit la vie d'un autre homme, récoltant les récompenses du combat d'un autre. Mais en regardant la célébration, un petit sourire sincère apparaît enfin. Pour la première fois dans ce monde, il s'autorise à se sentir vraiment heureux. Son père lève sa chope bien haut, proposant un toast au guerrier du Loup Noir. Et dans un rugissement tonitruant, toute la tribu se joint à lui pour célébrer. Pour un gars qui vient de se faire assassiner 2 fois, il admet que cette vie n'est pas si mal, mais la fête est interrompue par une chope qui s'écrase au sol. Les yeux de Sato s'écarquillent de choc, l'ambiance festive instantanément brisée. Son père, Minzuk, s'effondre soudainement, se tordant dans une agonie inimaginable. Sato ne peut que hurler en voyant le chef légendaire tomber. Le visage du redoutable guerrier se tord en un visage monstrueux et inhumain. Sans une seconde d'hésitation, Sato se précipite aux côtés de son père, mais son esprit s'emballe. Il sait que la boisson n'était pas empoisonnée. Il tient le chef, appelant désespérément l'homme qu'il vient de rencontrer. Une seule question angoissante reste en suspens. Pourquoi? Un rugissement guttural s'échappe de la gorge de Minzuk, son visage se tordant en un masque démoniaque. Sato ne peut que regarder avec horreur, une terrible prise de conscience naissant dans ses yeux. Une fenêtre système le confirme, une altération d'état appelée berserk. Le chef frappe aveuglément, un tourbillon de rage contre son propre peuple. Les autres guerriers luttent pour le contenir, leur visage grave de compréhension. Mais l'esprit de Sato s'emballe, réalisant que le plan de Bleda n'a jamais été aussi simple.
La joyeuse célébration se transforme instantanément en une scène de chaos et de terreur. Bleda ne vise pas seulement le chef. Il vise tout ce que le chef aime. La véritable cruauté du plan est révélée, faire en sorte que Minzuku détruise son propre village. Une fureur froide et brûlante s'installe sur le visage de Sato. C'est impardonnable. Le chef est complètement perdu dans la rage, ses yeux brûlant d'une lumière rouge démoniaque. Sato essaie désespérément de l'atteindre, hurlant à son père de se libérer, mais ses coups sont stoppés net. Pris dans une poigne de fer incassable, le chef berserk riposte avec un revers brutal, envoyant son fils voler. La force du coup envoie une onde de choc douloureuse à travers le corps de Sato. Il réalise avec une horreur grandissante que son père ne l'entend pas du tout. La puissance écrasante du chef le laisse abasourdi. Tant pis pour les retrouvailles familiales. Mais le pouvoir du chef n'est pas seulement une force brute. C'est quelque chose de plus primal. Il invoque l'esprit du loup noir, le gardien légendaire de la tribu, et maintenant ce pouvoir légendaire est dirigé droit sur son propre fils. Sato est projeté au sol, la terre elle-même se fissurant sous la force pure. Il se relève péniblement, la douleur étant un rappel brutal de la puissance du chef. Il réalise que sa propre force n'est rien comparée à celle du guerrier berserk. Au milieu du chaos, un jeune garçon se précipite aux côtés de sa mère tombée. Il essaie désespérément de la relever, la suppliant de se lever, mais elle est trop faible, lui disant de se sauver et de la laisser. Le chef berserk tourne son attention vers eux, une nouvelle cible en vue. La mère ne peut que pousser un dernier cri désespéré pour que son fils s'enfuit, mais le garçon reste sur ses positions, armé de rien d'autre qu'une petite lame. Avec des larmes de peur et de détermination, il jure de protéger sa mère à tout prix. Le chef berserk abat son poing, une traînée d'énergie rouge et destructrice. Mais Sato intercepte le coup, sa propre puissance s'embrasant pour affronter la force irrésistible. Il loue le courage du garçon, s'attirant un cri de gratitude avec son nouveau nom, Attila. Il ordonne aux autres guerriers de mettre la famille en sécurité, prenant en charge le chaos. Les membres de la tribu escortent rapidement la mère et le fils loin du champ de bataille. Sato serre le poing, une aura violette se rassemblant alors qu'il se prépare à un vrai combat. Il affronte la prochaine attaque du chef de front, leurs poings se heurtant avec une force explosive. Avec un sourire confiant, Sato déclare qu'il a enfin attrapé le chef enragé. Mais il sait que simplement arrêter Minzuku est une pensée d'une naïveté risible, et Minzuku lui donne raison, son pouvoir démoniaque atteignant un tout autre niveau. Les yeux de Sato s'écarquillent de choc. La vitesse du chef est incroyable. Un mouvement flou lui frôle l'oreille, suivi d'une vive douleur. Du sang coule le long de son cou, un rappel douloureux de la puissance de son père. Minzuku rugit, son poing brillant de la fureur d'un soleil en supernova. Le coup atteint sa cible, envoyant Sato voler avec une brutale tape d'amour paternel. Crachant du sang, il réalise qu'il n'y a plus de place pour l'hésitation. Il attrape le coup de poing suivant, sa poigne de fer serrant le poignet du chef. Une aura sombre s'embrase autour de lui alors qu'il prend une décision sinistre. Avec une froide résolution, il accepte qu'il n'y a qu'une seule façon de finir, car l'homme devant lui n'est plus son père, mais un monstre. Il part le coup, mais la force monstrueuse du chef est implacable. Un crochet du droit brutal fait voler le sang, secouant Sato jusqu'à la moelle, mais il répond avec un coup dévastateur à la mâchoire. L'échange le laisse chancelant, le goût du fer remplissant sa bouche. Refusant de reculer, il rassemble sa puissance pour un nouvel assaut. Mais le corps du chef commence à briller, révélant un nouveau pouvoir terrifiant. Sato réalise avec une horreur grandissante que ses attaques ne l'égratignent même pas. Les yeux de Minzuku brûlent d'une lumière démoniaque alors qu'il se prépare à en finir. Ils échangent des coups dans une rafale aveuglante, un maelstrom de rapprochement père-fils, mais la puissance écrasante du chef l'envoie tête la première dans la poussière. Sato gît, brisé, dans le cratère, complètement à la merci de son père. Les villageois ne peuvent que regarder avec horreur leur héros se faire massacrer. Mais même maintenant, Sato refuse de rester à terre, se relevant péniblement. Un feu de pur défi brûle dans ses yeux, refusant de s'éteindre. Son esprit se remémore une leçon de son père sur ce que signifie être un guerrier. Il sait que le vrai Minzuku ne voudrait jamais de cette destruction. Il pense à ce que son père ferait dans cette même situation. Et avec une nouvelle détermination, il plante ses pieds, prêt à riposter. Il décide d'honorer ce souvenir, activant une compétence appelée force héroïque. Avec un rugissement furieux, Sato charge, prêt à affronter la rage de son père avec la sienne. Il met chaque once de sa nouvelle puissance dans un unique coup de poing désespéré. Le coup porte avec assez de force pour secouer l'âme même du chef. Il lui arrache même une dent, l'envoyant voler dans les airs. Le guerrier berserk est projeté en arrière, finalement mis sur la défensive. Mais l'effort laisse Sato complètement à plat. Son corps lâche, la force empruntée complètement épuisée. Il s'effondre au sol, se demandant si c'est vraiment sa limite. Le chef se relève, son aura de feu intacte, se tournant vers son fils déchu. Sato ne peut que regarder, complètement impuissant, le monstre approcher. Mais quelque chose a changé. Le chef baisse les yeux, une lueur de confusion dans son regard. Il regarde ses propres mains, la rage démoniaque se dissipant enfin de ses yeux. Sato ne peut que regarder depuis le sol, se demandant si son coup de poing désespéré a réellement fonctionné.
Et soudain, une fenêtre système le confirme. Minzuc s'est remis de l'état berserk. L'impossible s'est produit. Le chef a été ramené du bord du gouffre. Mais alors que Sato essaie de comprendre, il aperçoit quelque chose qui brille dans la terre à proximité. C'est une petite aiguille, la véritable source du poison qui a rendu son père fou. Minzuc, de nouveau lui-même, se précipite aux côtés de son fils, la voix remplie de panique. Sato le rassure, bien que son corps hurle de douleur. Tant pis pour des retrouvailles familiales tranquilles. Mais au moment où le soulagement s'installe, Minzuc crie, son corps saisi par l'agonie. Le chef légendaire s'effondre, son visage un masque de douleur insoutenable. Le bruit de sabots tonitruants déchire la nuit chaotique. Et juste comme ça, Bleda et ses hommes sont déjà en train de s'échapper. Ailleurs, une silhouette encapuchonnée note que l'aiguille berserk n'était pas censée être retirée. Mais le coup de poing désespéré de Sato a fait l'impossible, délogeant l'objet maudit. L'aiguille a été expulsée, un développement que personne n'aurait pu prévoir. Bleda cravache son cheval, son visage un masque de rage pure et totale. Il jure que la victoire de Sato est temporaire. Tout se terminera demain. Lui et ses hommes chevauchent à vive allure vers la grotte du Nord, leur sanctuaire caché. Debout devant l'entrée, Bleda donne l'ordre d'entrer. Une torche à la main, le traître mène ses hommes dans les ténèbres pour comploter sa vengeance. Bleda et ses hommes se fichent de terreur, découvrant que leur sanctuaire est déjà occupé. Une voix monstrueuse résonne dans la grotte, exigeant qu'on lui rende son enfant. De lourdes chaînes enchantées se tendent contre une immense puissance invisible. Ils sont tombés sur une bête massive enchaînée, ses yeux brûlant d'une rage maternelle. C'est la bête divine de la tribu, la légendaire calamité de la forêt. Mais Bleda reste imperturbable, tenant une boule de feu en s'adressant à la créature. La calamité rugit en retour, refusant d'être intimidée par ces lâches. Bleda révèle alors son moyen de pression, un minuscule petit capturé et tenu par l'un de ses hommes. La petite créature ne peut que pleurer, prouvant que la méchanceté de Bleda n'a aucune limite. La mère bête se débat contre ses liens, hurlant pour qu'il arrête cette cruauté. Avec l'enfant de la bête en otage, Bleda donne son dernier ordre cruel. La calamité ne peut que rugir de fureur impuissante, forcée d'obéir à la volonté du traître. Mais de retour au village, un feu familier de défi s'allume dans les yeux de Sato. Il se réveille dans un lit, le soleil du matin contrastant vivement avec le chaos de la nuit. Un mal de tête fulgurant est le premier rappel de sa brutale raclée père-fils. Il se redresse, réalisant qu'il a dû être inconscient pendant un bon moment. Mais il n'est pas seul. Son père, Minzuc, est réveillé dans le lit juste à côté de lui. L'inquiétude de Sato se tourne immédiatement vers le chef, lui demandant s'il va bien. Minzuc le rassure, admettant qu'il est paralysé mais que sinon, tout va bien. Donc juste un peu paralysé. Le cœur lourd, le chef s'excuse pour la destruction qu'il a causée en état de berserk. Sato défend avec véhémence son père, rejetant toute la faute sur le traître, Bleda. Mais Minzuc refuse d'accepter l'excuse. Rongé par la culpabilité d'avoir échoué à protéger son peuple, il se déclare indigne d'être chef, une déclaration qui choque Sato au plus profond de lui-même. Sato réalise que c'est exactement ce que Bleda voulait, briser complètement l'esprit du chef. Mais la résolution du chef est ferme, insistant sur le fait que ses actions étaient impardonnables. Leur conversation sérieuse est interrompue par une agitation soudaine juste devant la pièce. La porte s'ouvre brusquement alors qu'un raz-de-marée de villageois déferle à l'intérieur. Le père et le fils ne peuvent que regarder, complètement déconcertés par la scène chaotique. Il s'avère que c'est une fête de bon rétablissement, et les villageois se disputent déjà sur les détails. Apparemment, apporter de l'alcool au chevet d'un homme paralysé est un sujet de vive discorde. Une femme s'avance, déclarant que grâce à Sato, le village est en sécurité. Elle rappelle au chef les innombrables fois où il les a tous protégés. Avec les villageois derrière elle, elle affirme leur foi inébranlable en leur chef. Minzuc écoute, la tête baissée, le poids de leur loyauté le frappant de plein fouet. En larmes, elle le supplie de croire en eux autant qu'il croit en lui. Le fier chef ne peut plus retenir ses émotions, submergé par leur pardon. Les autres guerriers se joignent à eux, les poings levés dans une puissante démonstration d'unité. Tout ce que Minzuc peut articuler est un merci étranglé et larmoyant à son peuple. Sato observe la scène se dérouler, un sourire calme et satisfait sur son visage, mais le moment tendre est brisé par un pas sec et déterminé. Un guerrier fait irruption, sa voix tranchant la paix fragile de la pièce. Il annonce la nouvelle horrifiante. La calamité de la forêt attaque le village. Les yeux de Sato s'écarquillent. Il sait exactement pourquoi la bête est enragée. Dehors, la colonie autrefois prospère est déjà consumée par le feu. L'énorme bête divine dévaste le village, un tourbillon de rage incandescente. C'était autrefois un gardien légendaire, un protecteur de la tribu du loup noir, une créature que le peuple vénérait, maintenant transformée en instrument de destruction. Minzuc rugit d'incrédulité, son visage un masque de pure fureur impuissante. Il essaie de se relever de force, mais son corps paralysé trahit son esprit de guerrier. Sans hésitation, Sato se lève, prêt à partir, alors que son père le supplie d'attendre. Minzuc crie pour protester, qualifiant le plan de folie pure pour un simple humain, mais Sato l'ignore,
annonçant calmement qu'il emprunte la hache légendaire de son père. L'arme en bandoulière, il jure de la rapporter en un seul morceau. Ses yeux brûlent d'une lueur dorée alors qu'il promet de revenir vivant. Le chef ne peut que regarder, son visage un mélange de terreur et d'incrédulité. Sato sort pour découvrir une vision d'Enfait, son village consumé par les flammes. Le rugissement de la calamité résonne à travers l'Enfait, un son de pure rage débridé. Il arrive sur les lieux juste au moment où un villageois indique l'emplacement du monstre. Et pour la première fois, il peut bien voir la bête. Ouais, elle est immense. Mais avant qu'il ne puisse agir, un groupe de guerriers lui reproche d'être en retard à la fête. Mais une voix traîtresse et familière perce le chaos, se moquant de son état blessé. Sato hurle le nom du traître, ses yeux brûlant d'une haine pure et sans mélange. Bléda se contente de ricaner, le traitant de naïf et d'aussi stupide que son père. Mais Sato en a fini de parler, soulevant l'énorme hache et exigeant un combat. Bléda semble impressionné, louant sarcastiquement la réincarnation du dieu-roi. Mais il révèle que l'adversaire de Sato n'est pas lui, invoquant sa véritable arme. Une énorme patte sombre fend l'air à une vitesse terrifiante. Sato se prépare, levant la hache pour encaisser le coup dévastateur de plein fouet. Et le voilà, Bléda, debout devant la calamité, dirigeant chacun de ses mouvements. Sato ne peut que regarder, incrédule, demandant comment il contrôle une bête divine. Bléda se vante que faire agenouiller un adversaire est une affaire simple. Tout ce que vous avez à faire est de leur enlever ce qu'ils ont de plus cher. Sato ne peut qu'écouter, sa prise se resserrant sur la hache de son père. Le traître déclare que tout ce qui mérite d'être protégé n'est rien d'autre qu'une faiblesse. Mais Sato en a assez entendu, demandant si c'était les derniers mots du traître. Bléda se contente de ricaner, lui retournant la question. D'un dernier ordre, il déchaîne la calamité de la forêt. Sato rugit en retour, balançant l'énorme hache pour contrer la charge de front. La patte de la bête s'abat, un flou de griffes et d'énergie destructrice. Il part le coup, la force de l'impact faisant trembler le sol même. Sato serre les dents, réalisant qu'il est dans une très mauvaise situation. Il sait que s'il encaisse ce coup directement, il ne sera plus qu'une tache rouge sur le sol. La calamité rugit, abattant tout son poids dans une frappe dévastatrice. La force du coup envoie Sato déraper en arrière à travers le village en flammes. Il plante ses talons, utilisant la hache pour ralentir son élan et éviter d'être écrasé. Un villageois proche ne peut que regarder, son visage un masque de pure terreur. Sato réalise avec une horreur grandissante que la bête est incroyablement rapide pour sa taille. Pire encore, sa peau est comme de la pierre, rendant sa hache pratiquement inutile. Le monstre pousse un rugissement assourdissant, son souffle assez chaud pour roussir l'air. Mais alors qu'il regarde dans sa gueule, les yeux de Sato se fixent sur sa seule faiblesse visible. Une réalisation soudaine le frappe. On ne peut pas couper la roche, mais on peut y planter un pieu. La logique simple se met en place, une nouvelle stratégie se formant dans son esprit. S'il ne peut pas trancher la peau de la bête, il devra simplement la percer à la place. Il retourne l'énorme hache, pointant l'extrémité acérée vers l'avant comme un javelot. Avec un rugissement guttural, il charge, prêt à tester sa nouvelle théorie. Il se lance dans les airs, un missile humain visant le seul point faible de la bête. La lance improvisée atteint sa cible, déchirant la chair tendre de la gueule du monstre. Mais il n'a pas encore fini, utilisant l'élan pour se balancer dans une nouvelle position. La calamité rugit d'agonie, sa rage maintenant entièrement concentrée sur l'homme dans sa gueule. Il atterrit sur sa tête, abattant la hache avec chaque once de sa force. Il devient un tourbillon de mouvement, tournoyant avec la hache tenue haute. Avec un dernier rugissement désespéré, il abat l'arme de toutes ses forces. La deuxième hache s'écrase sur la première, un marteau et un clou improvisés. La lame s'enfonce plus profondément, une solution brutale mais indéniablement efficace. Les villageois ne peuvent que regarder, déconcertés par sa technique de hache sur hache. La calamité recule en chancelant, la force du coup secouant son être même. Un dernier rugissement angoissé s'échappe de sa gorge alors que la douleur la submerge. Et avec un bruit sourd qui fait trembler le sol, la bête légendaire tombe enfin. Dans le chaos, l'homme de main du traître lâche le petit, son moyen de pression maintenant disparu. La mère retrouve son enfant, sa rage remplacée par un doux soulagement. Le visage de Bléda se tord de fureur, son plan magistral s'effondrant complètement. Sa carte maîtresse étant vaincue, il ordonne à ses hommes d'attaquer Sato directement. Ses archers bandent leurs arcs, prêts à décocher une volée sur son ordre. Une pluie de flèches s'abat sur Sato, qui reste impassible au milieu des flammes. Mais les yeux de notre garçon se plissent, sa concentration absolue alors qu'il se prépare à contre-attaquer. Dans un éclair de lumière dorée, il dévie chaque flèche avec une vitesse impossible. Les hommes de Bléda ne peuvent que regarder avec horreur, réalisant qu'ils ne combattent pas un homme, mais un monstre. Sato se déplace en un éclair, sa hache infligeant une fin rapide et brutale au premier homme de main. Il devient un tourbillon de mort, fauchant les traîtres avec une efficacité impitoyable. D'un coup de pied puissant, il envoie un autre homme de Bléda voler, son assaut est implacable. Il se déplace comme une tempête de lumière dorée, la hache de son père un flou de mouvement. Les sous-fifres écartés, Sato déclare que c'est la fin, interpellant Bléda directement. Le traître lève sa propre hache, une sinistre énergie violette tourbillonnant autour de lui. Sa prise se resserre,
canalisant son pouvoir obscur dans l'arme. Avec un regard de pure malveillance, Bleda accepte le défi, provoquant Sato de l'attaquer. Les deux guerriers se font face sur le champ de bataille en flammes, une confrontation silencieuse et mortelle. Les villageois regardent, confus, se demandant pourquoi aucun d'eux ne bouge. Mais l'un d'eux comprend que la vraie bataille a déjà commencé. C'est le moment, un duel final qui décidera du sort même de la tribu du loup noir. Les yeux de Sato se plissent, son corps tendu comme un ressort, prêt à déchaîner l'enfer. Bleda lève sa hache, ses yeux brillants d'une sinistre lueur violette. D'un seul pas qui fait trembler la terre, le traître comble instantanément la distance. Sato ne peut que regarder, choqué, alors que Bleda disparaît dans les airs. Il réapparaît en un éclair, sa hache s'abattant déjà pour le coup de grâce. La lame violette touche sa cible, faisant couler le premier sang de l'épaule de Sato. Sato est projeté en arrière, la force du coup le faisant complètement vaciller. Il ne peut pas comprendre. Les mouvements de Bleda sont incroyablement rapides. Le traître ne lui laisse pas le temps de réfléchir, lançant un autre assaut. Sato réalise avec une horreur grandissante qu'il ne peut pas esquiver cette prochaine attaque, et voilà que du sang frais tache le champ de bataille. Bleda se moque de lui, le traitant d'imbécile pour avoir pensé que la force brute seule pourrait gagner. Le traître se vante qu'il a plus que l'habitude de gérer la force brute. Sato est contraint à la défensive, bloquant à peine la rafale incessante de coups. Il peine à suivre, sa propre hache lui semblant lente et lourde dans ses mains. Il serre les dents, réalisant qu'il n'a même pas d'ouverture pour contre-attaquer. Bleda lui fait un compliment ambigu, impressionné par sa défense à grande vitesse. Mais ses yeux se plissent, un signe clair qu'il est sur le point de mettre fin à ce petit jeu. Dans un éclair de lumière violette, le traître disparaît complètement de sa vue. Les yeux de Sato s'écarquillent de choc, incapable de suivre cette vitesse impossible. Bleda réapparaît dans un flou, rugissant qu'il sera celui qui remportera la victoire. Bleda fond sur lui comme un fantôme, sa hache violette visant le coup final. Sato admet que Bleda lui est supérieur en compétence et en expérience. Mais après avoir survécu à une raclée de son père enragé, ce n'est rien. La vitesse du traître semble presque lente comparée à la puissance brute du chef. Avec une montée de puissance, Sato resserre sa prise, prêt à contre-attaquer. Il affronte l'attaque de front, un choc de lumière dorée et violette. La force du coup envoie une onde de choc à travers le corps de Bleda. Le traître est projeté en arrière, son assaut parfait brisé. Les villageois éclatent en acclamations, ignorant apparemment comment fonctionnent les batailles finales. Mais Sato sait mieux, ses yeux fixés sur son adversaire, prêt pour le prochain mouvement. Bleda gît au sol, apparemment vaincu par la puissance écrasante de Sato. Mais au lieu de crier de douleur, le traître se met à rire de manière démoniaque. Sato exige de savoir ce qui est si drôle, sa patience complètement épuisée. Le traître dit simplement qu'il attendait que son vrai plan fasse effet. Il révèle une vérité terrifiante. Sa hache était enduite de poison berserk, et Sato sait exactement ce qui se passe quand ce poison entre dans votre système. La prise de conscience le frappe comme un coup physique, son visage se tordant de fureur. Le plan final est tordu de Bleda et de faire en sorte que Sato détruise son propre village. Une énergie sombre commence à s'insinuer alors que Sato lutte contre l'influence du poison. Il peut le sentir prendre le dessus, son propre sang se retournant contre lui. Ses yeux s'embrassent d'une lumière terrifiante alors qu'il lutte contre l'emprise du poison. Il hurle d'agonie, son corps secoué de convulsions alors que l'énergie sombre prend le dessus. Les villageois ne peuvent que regarder avec horreur leur héros commencer à se transformer. Bleda rugit de triomphe, souhaitant une mort de bête à son rival déchu. La dernière trace d'humanité disparaît, remplacée par les yeux féroces d'un monstre. Son esprit vacille, son corps brûle alors que le poison réécrit son être même, mais une voix perce le chaos, une bête familière l'appelant par son nouveau nom. La calamité révèle qu'il abrite désormais l'âme du souverain, ce qui est une nouvelle pour tout le monde. Elle explique qu'il peut entendre sa voix parce qu'il est maintenant plus bête comme. La bête divine ouvre ses mâchoires, offrant un cadeau à son nouveau parent. Sato ne peut que regarder, son esprit chancelant sous l'effet des paroles de la bête divine. De la gueule de la bête, une épée légendaire émerge, vibrant d'une énergie violette. C'est l'épée divine du dieu roi, une arme nommée Miel. Il prend la lame, sa puissance immense parcourant ses veines. La calamité rugit, lui disant de se battre pour l'âme de sa tribu. Et à ce moment, un nouveau feu s'allume dans les yeux de Sato. Il se souvient de son but, se battre pour ceux qu'il doit protéger. Une fenêtre système le confirme. L'épée annule toutes les altérations d'état. Tant pis pour le plan de poison de Bleda. Le poison berserk s'estompe, remplacé par la puissance pure de l'arme divine. Les villageois ne peuvent que regarder, complètement déconcertés par cette soudaine guérison miraculeuse. Bleda ne peut que regarder, incrédule, se demandant pourquoi son poison ne fonctionne pas. Mais Sato se contente de l'appeler par son nom, sa nouvelle puissance rayonnant de l'esprit de la calamité. La confiance du traître se brise, son visage un masque de pure terreur. Avec un sourire confiant, Sato déclare qu'il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Il se déplace à une vitesse impossible, comblant la distance en un clin d'œil. Avant même que Bleda ne puisse réagir, un éclair d'acier fait couler le premier sang sur son visage. L'épée divine fend l'air,
un flot de lumière violette impitoyable. Il ne laisse pas au traître un instant pour respirer, poursuivant son assaut à une vitesse fulgurante. Blade ne peut que hurler de déni, car apparemment, l'épée divine ne faisait pas partie de son plan. La lame trouve à nouveau sa cible, déchirant la chair avec une fureur vertueuse. L'épée divine chante dans les airs une dernière et belle note de destruction. Blade ne peut que regarder, reconnaissant la lame légendaire qui a scellé son destin. L'épée trouve sa place, déchirant le traître avec la fureur vertueuse de la calamité. Un loup spectral jaillit du cou, l'âme même de la tribu rendant son jugement. Et dans un dernier souffle tremblant, Blade s'effondre, son ambition se vidant dans la terre. Sa dernière pensée est d'une amère ironie. Attila a été choisi par la bête même qu'il essayait de contrôler. Et dans ces derniers moments, sa vie défile devant ses yeux, une histoire de ressentiment amer. Il a toujours été le deuxième fils, vivant à jamais dans l'ombre de son talentueux grand frère. Pendant que son frère était loué et admiré, Blade était laissé à macérer dans la jalousie. Bref, le passé classique d'un méchant. Ses tentatives désespérées de faire ses preuves n'ont jamais abouti qu'à la douleur et l'humiliation. Il se souvient avoir voulu maîtriser un pouvoir dangereux, un qui l'a poussé à ses dernières limites. Mais son ambition est née d'une époque où il combattait aux côtés de son frère aîné. Ensemble, ils étaient acclamés comme les plus puissants guerriers de la tribu, un duo inarrêtable. Son frère a toujours été l'intrépide, chargeant dans la mêlée avec un sourire sauvage. Blade ne pouvait que regarder avec frustration son frère affronter des armées entières seul. Cet homme était une véritable force de la nature, un tourbillon de destruction sur le champ de bataille. Mais lors d'une bataille fatidique, l'insouciance de son frère l'a finalement rattrapé. Blade hurle un avertissement, se précipitant aux côtés de son frère alors que le vent tourne soudainement. La lame d'un ennemi fend le chaos, portant un coup dévastateur et inattendu, et Blade ne put que regarder avec horreur son frère se faire abattre sous ses yeux. Il se souvient avoir été blessé au combat, un sacrifice fait pour protéger son frère. Son frère était un guerrier légendaire, un homme à la crinière sauvage de cheveux blancs. Après la bataille, Blida a exigé de savoir pourquoi il était mis à l'écart du prochain combat. Mais son frère ne put lui offrir que des excuses sombres et pleines de regrets. On lui a dit que ses blessures étaient trop graves. Son temps sur le champ de bataille était révolu. Au lieu d'être loué pour son sacrifice, il a senti qu'on lui avait volé sa place. Et alors qu'une nouvelle guerre commençait, son frère est parti se battre sans lui. Blado fut laissé derrière, sa croyance en leur partenariat complètement brisée. Dans ces derniers instants, il hurle que personne ne peut comprendre sa douleur. Il meurt convaincu que Minzuk et la tribu étaient les vrais méchants depuis le début. Dans ces derniers instants, Bledo rugit que sa douleur est la raison pour laquelle il détruira tout. Il hurle au monde de s'écarter de son chemin, un dernier cri de rage désespéré. Mais Sato en a assez entendu, coupant court au monologue final du méchant. Les yeux brûlants, il dit au traître d'assumer la responsabilité de ses propres choix. Il ne laissera plus jamais un homme comme Blade blesser sa famille ou ses camarades. D'un dernier pas décisif, il se prépare à rendre le jugement final. Il rugit son serment, une promesse de protéger ceux qu'il considère désormais comme les siens. Blade ne peut que hurler de défi, son énergie violette s'embrasant une dernière fois. Mais le rugissement doré de justice de Sato le submerge complètement, et dans un ultime choc de volonté, l'ambition du traître est finalement éteinte. Dans son dernier souffle, Blade ne peut penser qu'à son frère perdu. Le coup final de Sato atterrit, mettant fin à l'ambition du traître dans un éclair de lumière. Le méchant s'effondre, sa vie et ses plans tordus se vidant. Il admet enfin qu'il savait que son frère essayait seulement de le protéger. Mais tout ce qu'il a toujours voulu, c'était d'entendre qu'ils pourraient se battre à nouveau ensemble. Sato atterrit avec un bruit sourd, le sol lui-même marquant sa victoire. Il se tient au-dessus du traître déchu, le silence du champ de bataille assourdissant. Ses yeux sont froids et stables, le poids de ses actions s'installant en lui. Les villageois assimilent enfin la scène, leur incrédulité se transformant en acclamation. Un seul cri perce le chaos, déclarant Attila vainqueur. Le traître vaincu, une paix fragile revient au village du Loup Noir. Mais Sato a déjà fait son choix. Il part à la recherche du royaume des fées. Il se tient prêt à partir, offrant un dernier adieu confiant à sa nouvelle famille. Les villageois protestent, suppliant leur nouveau héros de rester et de devenir leur prochain chef. Mais Minzuk intervient, déclarant sans détour que Attila n'est pas apte à ce rôle. La tribu le réfute immédiatement, insistant sur le fait que Sato est le choix parfait pour être leur chef. Avec un sourire, le chef décide de prouver ce qu'il dit avec une petite démonstration. Les villageois ne peuvent que regarder, complètement déconcertés par cette soudaine tournure des événements. Minzuk empoigne sa hache, prêt à donner une leçon d'éducation un peu musclée. Il déchaîne un coup dévastateur, prêt à leur montrer à quoi ressemble un vrai chef. Sato ne peut que regarder, incrédule, se demandant ce que fait son père. La lame de la hache s'arrête à quelques centimètres de son visage, un test brutal de sa détermination. Il exige de savoir à quoi pense son père, sa voix teintée de panique. Mais Minzuk se contente de louer sa splendide réaction à l'attaque soudaine. Il critique la posture de Sato, notant qu'elle est encore molle et pleine d'ouverture. Sato reste complètement sans voix devant cette évaluation de performance très pratique. Le chef reconnaît que son fils possède clairement un pouvoir spécial.
Il déclare que le fait qu'on lui ait confié l'épée divine est la preuve d'un grand destin. Il regarde son fils dans les yeux, l'appelant par son vrai nom, Attila. Et il offre une dernière leçon. L'âme d'une personne est mise à l'épreuve face au désespoir. Minzuk explique que la chute de Blad est survenue lorsqu'il a perdu l'éclat de son âme. Il dit à son fils de forger son esprit, son corps et son âme comme de l'acier trempé. Sato écoute, le poids des mots de son père se lisant dans son regard. La leçon finale est simple. Ne perds jamais cette lumière intérieure, quoi qu'il arrive. Dans la douce lumière du matin, Sato accepte enfin cet homme comme son père. Avec un sourire confiant, il promet de revenir et commence son voyage, mais il est arrêté par un visage familier, la guerrière qui l'a sauvé, nommée Eriku. Elle lui dit qu'elle fait une promesse, ses mots flottant dans l'air. Avant qu'il ne puisse réagir, elle se jette en avant, l'attrapant par derrière. Elle lui fait un câlin d'adieu écrasant, l'appelant son porte-bonheur. Sato est complètement décontenancé par sa déclaration très directe. Elle lui offre un cadeau d'adieu, une amulette faite du croc de la calamité elle-même. Eriku sourit, certaine que le pouvoir de la bête divine le protégera. Il accepte le présent avec un mot de remerciement calme et sincère, mais son père décide d'une sortie bien moins digne, le portant littéralement pour l'emmener. Et d'un dernier signe de la main, Sato laisse la tribu du loup noir derrière lui. Son voyage commence, et sa première nuit se passe seule près d'un petit feu de camp. Mais son attention est entièrement portée sur la viande parfaitement rôtie qui grésille sur les flammes. Après tous ces combats, un bon repas est la seule récompense qui compte. Et avec un grand sourire, il se met enfin à manger, prêt pour la route à venir. Mais son repas bien mérité est interrompu par le son reconnaissable d'un estomac affamé. Il scrute l'obscurité, une sueur nerveuse perlant sur son front. Son expression se change en une pure irritation sans mélange. En soupirant, il lance un appel vers les bois, demandant depuis combien de temps on le suit. Et le coupable n'est autre que le petit de la calamité, l'air pitoyablement affamé. Sato répète sa question, n'étant clairement pas d'humeur à avoir un compagnon de voyage. La petite bête jette un coup d'œil de derrière un arbre, faisant de son mieux pour paraître innocente. Il lui donne un ordre ferme, disant à la petite créature de rentrer chez elle. Mais le petit prend cela pour une invitation, trottinant joyeusement vers le feu de camp. Sato essaie de le raisonner, insistant sur le fait qu'il ne peut pas l'emmener dans son voyage. Le ronronnement du petit ressemble moins à un ronronnement qu'à un moteur qui gronde. En soupirant, Sato lui offre son dîner, disant à la créature de manger et de partir. Mais le petit s'agrippe à son bras, refusant de lâcher sa nouvelle source de nourriture. Un cri de pure frustration déchire la nuit calme de la forêt. La petite bête ne se contente pas de manger la viande. Elle essaie de dévorer son bras tout entier. Sato regarde avec horreur sa main, maintenant complètement couverte de bave de bête divine. Il décide que cette créature sauvage n'est pas son problème et prend la fuite, mais il s'arrête, se retournant avec un soudain malaise. Le petit vomit aussitôt, et la réaction de Sato n'est rien de moins qu'une terreur primaire. Il s'enfuit, paniqué, laissant la petite bête abattue toute seule dans les bois. Le petit lui offre son repas régurgité, mais Sato refuse avec véhémence le cadeau. Mais sa fuite fut de courte durée, et maintenant il est coincé avec un compagnon de voyage très collant. Il fixe la nuit, essayant de comprendre l'attachement soudain de la petite bête. Et en regardant le petit endormi, une prise de conscience s'impose enfin à lui. Ce n'est pas à lui que le petit est attaché, mais à l'odeur de sa mère sur l'amulette qu'il porte. Il se souvient de la capture du petit, un pion sans défense dans le jeu cruel et tordu de Bleda. Il se remémore le combat désespéré de la calamité, l'amour d'une mère contre des forces insurmontables. La petite bête dort profondément, totalement inconsciente du danger qu'elle représente. C'en est fini du voyage en solo. Sato ne peut que soupirer en réalisant que cette situation embarrassante n'a pas de solution facile. Il regarde le petit endormi, une goutte de sueur coulant sur son visage. Son voyage vient de se compliquer sérieusement. Il sourit, se rappelant le rôle prétentieux de la calamité en tant que gardienne de l'épée. Il songe à voix haute que cette petite créature est aussi une bête gardienne, à sa manière. Le petit reste assis là, l'air adorablement désemparé et bavant un peu. Mais quand il regarde à nouveau, Sato a disparu, ne laissant qu'une empreinte dans l'herbe. La petite bête panique, s'agitant dans une recherche désespérée de son nouvel ami. Elle se dandine à travers la forêt, clairement bouleversée d'avoir été abandonnée si soudainement. Finalement, elle s'arrête dans une clairière, complètement et absolument seule dans les vastes bois. Le visage du petit se crispe, ses yeux se remplissant de larmes déchirantes. Ça, c'est de la guerre psychologique. Mais une paire de bottes familières revient dans la clairière, incapable de rester éloignée. Sato revient, brandissant l'amulette de croc et demandant si c'est ce qu'il recherche. Il explique qu'il ne peut pas rendre l'amulette, mais il a une autre idée. Avec une bande de tissu, il confectionne un petit nœud autour du cou du petit. Il offre le collier improvisé en cadeau, un signe qu'il peut rester. Avec son nouveau compagnon sur ses talons, Sato continue enfin son voyage. Il donne un dernier avertissement, disant à la petite bête de suivre ou d'être laissé derrière. Les yeux du petit se remplissent d'une joie pure et sans mélange à cette invitation. Il se précipite en avant, ses petites pattes soulevant la poussière dans son excitation.
La petite créature se dandine aussi vite qu'elle le peut, déterminée à ne pas être abandonnée à nouveau. Elle lève les yeux vers son nouveau compagnon, un sourire heureux et haletant sur son visage. Sato lui crie un avertissement, s'installant déjà dans son nouveau rôle de père réticent. Avec un sourire, Sato entraîne son nouveau compagnon dans une course folle à travers la forêt. Leur voyage les mène à travers un col de montagne sinueux, une longue route les attend, mais ils ne sont pas seuls. Un seul œil vigilant suit chacun de leurs mouvements d'anneau. Ailleurs, une femme en rouge les observe à travers un globe de divination, un corbeau sur son épaule. Elle est intriguée par le guerrier qui a pu briser la malédiction de l'aiguille berserk. C'est la sorcière, Battery Elisabeth, et elle se demande où cet homme s'est caché. Avec un sourire dangereux, elle admet que son intérêt a été officiellement piqué. Son familier s'envole, sa mission d'observation maintenant terminée. Mais sa carrière d'espionnage prend fin brusquement alors que Sato annonce leur arrivée. En dessous d'eux se trouve leur première destination, une ville animée, la prochaine étape de son chemin. Leur premier arrêt est une taverne locale, un endroit pour se reposer et obtenir des informations. Le petit de la calamité, pendant ce temps, dévore déjà un petit pain à la vapeur. Sato regarde avec horreur, craignant que la petite bête ne s'étouffe. Mais son attention est rapidement détournée par l'arrivée de son propre repas, une montagne de petits pains parfaitement cuits à la vapeur, une vision bienvenue pour un voyageur fatigué. Entre deux bouchées, il demande au barman des informations sur le royaume des fées. Mais l'homme n'a jamais entendu parler, une impasse à laquelle Sato s'attendait. Il se souvient du peu qu'il a écrit, un sanctuaire, une île flottante dans la mer du Nord. Frustré, il réalise qu'il n'a jamais étoffé les détails dans son propre roman. Le barman est juste choqué qu'il ait fini la nourriture, tandis que Sato regrette son écriture paresseuse. Il se souvient que pour atteindre la mer du Nord, il doit d'abord traverser une terre de géants et de dragons. Une série de monstres terrifiants se dresse entre lui et son objectif. L'ampleur de la tâche lui donne une migraine atroce, adieu le plan d'évasion simple. Mais sa question sur le royaume des fées a attiré une attention indésirable. Un groupe d'ivrognes locaux trouve sa quête absolument hilarante. L'expression de Sato reste froide, complètement impassible face à leur moquerie. L'un d'eux déclare que le royaume des fées n'est rien d'autre qu'une fantaisie enfantine. Il dit à notre gars d'arrêter de rêver et de faire face au monde réel, le traitant d'idiot. Avec le petit sur son épaule, Sato lui dit calmement de s'occuper de ses affaires. La bravade de l'ivrogne disparaît, disant maintenant à Sato de se dépêcher de partir. L'ivrogne menace de transformer le petit en fondu, ce qui est une très mauvaise idée. La petite bête lui prouve le contraire, plantant ses dents directement dans son doigt. Sato essaie de calmer son compagnon, qualifiant l'homme d'ivrogne inoffensif. Mais un autre homme envoie l'ivrogne valser d'un puissant coup de pied dédaigneux. Un nouveau challenger s'approche, sa présence faisant taire toute la taverne. C'est Otto, un chef mercenaire qui a clairement un problème avec la présence de Sato. Le barman panique, reconnaissant immédiatement le dangereux nouveau venu. Il presse désespérément Sato de partir avant que les choses n'empirent. Il précise que ce n'est pas n'importe quel chevalier, mais la tristement célèbre lame de l'ogre, Otto. L'intérêt de Sato est piqué, un hors-la-loi qui était autrefois un chevalier. Otto sourit, ignorant la question de Sato avec un silence arrogant. D'un seul ordre, il lance ses hommes, transformant la taverne en champ de bataille. Les yeux de Sato se plissent, un feu doré s'allumant alors qu'il se prépare à l'assaut. En un clin d'œil, toute l'équipe de mercenaires est au sol, complètement neutralisée. Otto ne peut que regarder, totalement incrédule, sa confiance complètement brisée. Il exige de savoir qui peut bien être ce mystérieux guerrier. Avec un sourire sauvage, Sato lui donne la réponse la plus déroutante possible. Il est l'auteur original. Il arrache sa cape, révélant son physique ciselé et déclarant que l'échauffement est terminé. La façade de dur à cuire d'Otto s'effondre en une pure panique sans mélange. Fini, la lame de l'ogre. Sato termine le travail avec un sourire, prétendant que c'était juste de l'autodéfense. Le barman ne peut que le fixer, complètement choqué par la tournure soudaine des événements. Sato prend un air innocent, prétendant que c'était juste de l'autodéfense. Mais au lieu de se mettre en colère, le barman lui saisit les mains, submergé par la gratitude. Sato regarde un avis de recherche, réalisant qu'il vient de neutraliser un groupe de criminels. Le barman explique que les hommes étaient recherchés, un fléau pour toute la ville. Mais les yeux de Sato se plissent, se demandant pourquoi la prime exige qu'il soit capturé vivant. L'homme murmure que c'est probablement pour les enrôler dans une guerre imminente. Il explique qu'il y a des rumeurs de conflit, et que leur camp manque de soldats. Un baron local rassemble toute personne apte au combat, même les criminels recherchés. Un sourire avide se dessine sur le visage de Sato, car la guerre signifie opportunité, et l'opportunité signifie de l'argent. Le visage du barman se crispe de panique, réalisant ce que Sado prépare. Et ainsi, Sado emmène ses criminels capturés directement au manoir du seigneur. Il se tient devant le seigneur local, les mercenaires capturés agenouillés à ses pieds. L'homme, le seigneur Bertrand, lui demande s'il est celui qui échange des bandits contre un cheval de guerre. Sato confirme son identité d'un simple hochement de tête respectueux, mais il ajoute avec un sourire qu'il est aussi là pour récupérer la prime. Les affaires sont les affaires,
après tout. Le seigneur est immédiatement sur la défensive, remettant en question les suppositions audacieuses de Sato. Mais Sato se contente de sourire, demandant calmement si le seigneur ne se prépare pas à la guerre. Le seigneur rugit de fureur, exigeant de connaître la source de cette information. Sato abat ses cartes, révélant qu'il sait tout de la guerre à venir. Il explique que l'absence de bandits ou même d'une garde municipale prouve ce qu'il avance. Le seigneur Bertrand ne peut que suer, complètement pris à son propre piège. Sato insiste, notant que le seigneur voulait les bandits vivants pour le conflit à venir. Il se lance ensuite dans la flatterie, louant la réputation légendaire du seigneur. La façade sévère du vieil homme se fissure, une rougeur envahissant ses joues. Le seigneur se pavane, complètement conquis par les éloges. Apparemment, les égos sont faciles à flatter. Sato feint l'humilité, offrant ses services tout en sachant que tout cela n'est qu'un mensonge. Convaincu de sa propre importance, le seigneur convient qu'une récompense est bien méritée. Il offre 10 pièces d'or et un cheval de guerre, un accord que Sato accepte avec joie. Mais juste au moment où l'accord est conclu, le seigneur ajoute une seule condition sinistre. Les yeux de Sato se plissent, sentant le piège inévitable dans l'offre du seigneur. Le seigneur révèle son prix. Sato et les mercenaires doivent rejoindre son armée. Les mercenaires capturés sont loin d'être ravis de leur nouvelle carrière. Mais pour Sato, c'était le plan depuis le début, un sourire confiant sur son visage. Il sait que pour trouver ce qu'il cherche, il doit rejoindre la guerre, car ce conflit est le seul moyen d'attirer une personne bien précise, un homme aux cheveux d'argent dont la réputation le précède, un guerrier si craint que ses ennemis l'appellent le dieu de la mort. C'est sa chance de rencontrer enfin Charles Hénard, le protagoniste de son histoire, car Charles est le seul à connaître le chemin vers le royaume des fées. Et ainsi, Sato se retrouve au service du seigneur Bertrand, un nouveau soldat dans une guerre à venir. Son premier arrêt est le donjon, où Otto supplie déjà son nouveau patron de le laisser sortir. Le reste des mercenaires regardent, regrettant clairement leur choix de vie. Otto hurle de désespoir, incapable d'accepter son nouveau rôle de soldat conscrit. Mais Sato lui dit simplement de se taire, révélant nonchalamment qu'il n'a que 16 ans. L'ancienne Lamogre reste complètement sans voix face à cette révélation. Sato rétablit rapidement la chaîne de commandement avec une seule menace glaçante. Otto essaie de lui faire porter le chapeau, mais Sato leur rappelle qu'ils ont été pris la main dans le sac. Il offre un simple conseil. Rejoignez le combat, et vous pourriez bien survivre. Le poids de ces mots finit par faire effet, laissant le chef mercenaire abattu et silencieux. Refusant d'accepter son sort, Otto défie Sato en duel singulier. Sato se creuse la tête, se souvenant vaguement d'une règle de ce genre dans son propre roman. C'est une tradition formelle chez les chevaliers, un combat singulier appelé une joute, un duel à haut risque où deux guerriers mettent tout en jeu. Et bien que les règles spécifiques puissent varier, une chose est toujours vraie. Le vainqueur rafle tout, sa victoire est absolue et incontestée, et le perdant ne repart qu'avec la honte et la défaite. Otto révèle qu'il était autrefois un chevalier, croyant avoir une chance dans une joute en bonne et due forme. Sato écoute, pas du tout impressionné, tandis que son compagnon semble prêt pour une sieste. Mais Sato sait que cet homme n'est qu'un personnage secondaire destiné à une mort insignifiante. Il réalise que sa présence commence déjà à changer l'histoire qu'il a écrite. Ses actions créent des vagues, altérant le cours de toute la guerre. Mais il accepte, ayant besoin d'Otto vivant pour entraîner un autre groupe de mercenaires dans le conflit. Les termes sont fixés. Si Otto gagne, ses hommes sont libres. S'il perd, ils se battront tous. Avec un sourire confiant, Sato accepte officiellement le défi. Même son petit compagnon semble l'encourager, si solidaire. Les autres mercenaires rugissent leur soutien, leur vie dépendant de ce seul combat. Otto se prépare, prêt à se battre pour sa liberté et celle de ses hommes. Mais Sato regarde, complètement imperturbable face à ce pari risqué. 10 jours plus tard, la scène est prête pour leur duel fatidique. Un immense colisée rugit d'anticipation alors que les deux guerriers prennent leur position. Un annonceur dans une tenue plutôt flamboyante souhaite la bienvenue à la foule pour l'événement principal. Les hommes d'Otto l'acclament sauvagement, leurs espoirs de liberté reposant sur la victoire de leur chef. Même le seigneur Bertrand observe depuis les gradins, son expression sombre et indéchiffrable. L'annonceur déclare que c'est une bataille où tout est en jeu. Pas de pression, les gars. Les règles sont simples. 2 chevaliers s'affronteront, lance au poing. À l'ordre donné, ils chargeront avec tout ce qu'ils ont. À travers la fente de son casque, les yeux d'Otto sont remplis d'une sombre détermination. Mais le regard de Sato est tout aussi stable, complètement imperturbable face au spectacle. Le but est de porter un seul coup décisif, brisant à la fois l'armure et la volonté. L'annonceur déclare la seule règle qui compte. Le premier à désarçonner son adversaire est le vainqueur. Dans cette arène, le statut social et les titres passés ne signifient absolument rien. C'est la joute, une bataille où le fort prend tout au faible. L'annonceur joue avec la foule en délire, faisant monter la tension avant l'affrontement imminent. Avec un dernier regard déterminé, Sato se prépare pour le signal de départ. L'annonceur étend les bras, appelant officiellement les 2 chevaliers sur le terrain. Le bruit sourd des sabots sur la pierre résonne dans le Colisée. Otto entre dans l'arène, sa réputation de Lamogre en jeu. Mais ses propres hommes hurlent pour sa mort,
clairement pas fan de son commandement. Et observant depuis la foule, la sorcière batterie Elisabeth note à quel point l'homme est vraiment détesté. Son compagnon est complètement décontenancé par son apparition soudaine. Elle met simplement un doigt sur ses lèvres, savourant le chaos silencieux qu'elle a provoqué. Elle admet qu'elle ne se soucie pas de la politique. Elle est juste là pour voir le petit Attila. Et d'un coup, toute cette partie de la foule est complètement sous le charme. Tant pis pour les durs à cuire. Mais l'annonceur passe vite à autre chose, appelant le prochain challenger de Hell West. Sato entre dans l'arène, sa légende grandissant déjà en tant que guerrier qui a capturé seul un corps de mercenaires. Il regarde la lance dans sa main, une arme à laquelle il n'est clairement pas habitué. Dans les gradins, les hommes d'Otto hurlent pour que leur capitaine gagne, leur vie étant en jeu. Même Otto semble embarrassé par leur démonstration de soutien très public et très désespéré. Les deux guerriers se font enfin face, et Sato interpelle son adversaire par son nom. Sato fait un compliment ambigu, admettant que l'armure n'est pas si mal, mais Otto se contente de ricaner, lui disant de profiter de sa confiance tant qu'il le peut. L'annonceur prend la pause, déclarant que le moment que tout le monde attendait est arrivé. C'est Attila de la tribu du Loup Noir contre Otto, la tristement célèbre épée démoniaque. Avec un dernier geste théâtral, il donne le signal pour le début du duel. Il remercie la foule en délire pour sa patience, son visage un masque de pur spectacle. Les présentations résonnent dans l'arène, opposant le barbare à l'ancien chevalier. Un drapeau rouge tombe, et avec lui, la bataille est officiellement lancée. Les deux guerriers chargent, leurs chevaux tonnant sur le sol de pierre dans un flou de mouvement. Les yeux d'Otto sont remplis d'une sombre résolution, convaincu que la victoire est à sa portée. Otto met toute sa foi dans ce seul coup décisif. Il est certain que la plus grande portée de sa lance lui garantira la victoire, mais Sato observe l'arme approcher avec un regard froid et constant. Et dans un mouvement qui défie toute logique, il attrape simplement la lance en pleine charge. Le visage d'Otto se tord en un masque de choc pur et total. La foule hurle d'incrédulité, se demandant s'il l'a attrapé à main nue. Avec un sourire narquois, Sato brise la pointe, prêt à rendre l'appareil. Tant pis pour les règles de la joute. L'ancien chevalier ne peut que regarder fixement, des sueurs froides de terreur perlant sur son front. Une nouvelle compétence s'active, une qui est parfaite pour cette situation précise. Et avec un sourire féroce, Sato déchaîne son propre projectile à grande vitesse. Les yeux d'Otto s'écarquillent de terreur pure et totale. La pointe brisée file comme une balle, une traînée dorée de justice improvisée. Elle percute la poitrine d'Otto, brisant son armure et sa confiance. L'ancien chevalier est projeté au sol, sa joute officiellement terminée. Depuis les gradins, la sorcière batterie. Elisabeth laisse échapper un petit rire amusé. Elle reconnaît son pouvoir, confirmant qu'il est un véritable berserker. L'annonceur déclare Sato vainqueur, qui semble penser que les lances ne sont pas si mal après tout. Mais le combat n'est pas terminé, car l'annonceur appelle à la deuxième manche. Otto empoigne une masse, son bras saignant toujours de ce premier coup dévastateur. La réalité de sa situation le frappe enfin, sa bravade remplacée par une panique pure. Les deux guerriers chargent, prêts pour la deuxième et dernière manche. Sato serre les dents, jurant d'en finir en faisant tomber Otto de son cheval. Il presse son cheval, un flou de mouvement alors qu'il réduit la distance. Otto répond à la charge, son visage un masque de détermination désespérée, mais ces hommes ne peuvent que hurler d'horreur alors que leur capitaine commet une erreur fatale. La masse d'Otto tournoie sauvagement, une lumière dorée jaillissant de son centre. Les yeux de l'ancien chevalier s'écarquillent, une goutte de sueur traçant sa terreur. Car depuis les gradins, un simple claquement de doigts élégants change tout, la sorcière batterie. Elisabeth sourit, décidant d'ajouter un peu de chaos au duel, tant pis pour un combat loyal. Un dôme massif d'énergie violette jaillit, piégeant les deux guerriers dans une arène magique. Toute la foule, y compris le petit, ne peut que regarder avec une incrédulité totale. Mais tandis que Otto panique, Sato se contente de sourire, prêt pour un vrai combat. Depuis les gradins, les yeux du seigneur Bertrand se plissent, sentant le changement dans la bataille. L'annonceur, cependant, semble penser que tout cela fait partie du spectacle. Soudain, le cheval de Sato se met à se débattre sauvagement, complètement hors de son contrôle. Il réalise instantanément que ce n'est pas un accident. Il peut sentir la faible trace de magie. Ses yeux parcourent l'arène, cherchant l'utilisateur de magie caché dans la foule, et la sorcière batterie Elisabeth se contente de sourire, savourant le chaos qu'elle a semé. Les hommes d'Otto ne peuvent qu'observer avec confusion le cheval de leur adversaire devenir fou furieux, mais Otto voit cela comme un cadeau des dieux, sa seule et unique chance de gagner. Il balance sa masse de toutes ses forces, visant à en finir maintenant, mais Sato serre les dents, refusant d'être désarçonné par un tour de magie bon marché. Otto réalise qu'il a manqué sa cible, mais son désespoir alimente une deuxième tentative frénétique. Mais notre garçon a une idée brillante et franchement terrifiante. Son propre cheval étant hors service, il décide simplement d'en emprunter un autre. Otto ne peut que regarder fixement, son cerveau complètement incapable de traiter la situation. En un éclair, Sato atterrit juste derrière lui, transformant ce duel en une chevauchée en tandem. Il attrape l'ancien chevalier, son expression criant « Voyage surprise ».
La foule ne peut que regarder avec admiration alors qu'il détourne le cheval de son adversaire en pleine joute. Même l'annonceur est désemparé, se demandant s'il existe un livre de règles pour ce genre de chaos. Depuis les gradins, le seigneur Bertrand ne peut que secouer la tête, peu impressionné par ce cirque. Avec Otto dans une prise d'étranglement, Sato déclare cette deuxième manche officiellement sienne. Le cheval continue sa course folle, transportant maintenant 2 passagers très réticents. Sato s'accroche fermement, son spectacle équestre improvisé étant loin d'être terminé. Mais sa frustration déborde alors que le cheval continue son déchaînement magique. Décidant qu'il en a assez, Sato saute du cheval avec une agilité incroyable. Il envoie Otto valser, l'ancien chevalier s'écrasant lourdement sur le sol de pierre. Les hommes d'Otto hurlent de panique, réalisant que leur capitaine est en grand danger, car le cheval berserké original de Sato fonce maintenant droit sur le chevalier déchu. Mais un pied lourd se plante sur le sol, prêt à intervenir. Depuis les gradins, la sorcière batterie Elisabeth observe avec un intérêt calme et calculateur. Sato se tient au-dessus d'Otto à terre, un gardien silencieux contre le cheval en furie. D'un seul regard autoritaire, il ordonne à la bête enragée de s'arrêter net. Et d'un coup, la rage magique du cheval est remplacée par une terreur pure et totale. Il tourne les talons et s'enfuit, décidant apparemment que Sato est la plus effrayante de ces 2 options. Les hommes d'Otto ne peuvent que regarder fixement, leurs esprits complètement incapables de comprendre ce qui vient de se passer. Le sourire de la sorcière s'élargit, clairement impressionné par cette démonstration de puissance inattendue. Sato ramasse calmement la masse que son adversaire a laissé tomber pendant le chaos. Il se tient au-dessus du chevalier déchu, l'arme étant un symbole clair de sa victoire. Otto ne peut que lever les yeux, sa défaite étant maintenant absolue et totalement indéniable. Avec un sourire confiant, Sato demande si l'ancien chevalier est prêt pour la 3e manche. Mais Otto ne peut que regarder fixement, la réalité de sa défaite s'imposant enfin à lui. Au lieu de l'achever, Sato lui tend la main, prêt pour un combat en bonne et due forme. L'annonceur rugit, déclarant qu'il est temps pour la manche finale et décisive. Depuis les gradins, la sorcière sourit, impressionnée que Sato ait remarqué son interférence. Il s'excuse pour le léger dérangement, profitant du chaos au maximum. Avec un geste théâtral, il annonce que la dernière manche se déroulera à pied. Les règles sont simples. Il n'y a pas de règles, et toutes les armes sont autorisées. D'un dernier geste de la main, l'annonceur signale le début de la bataille. Les 2 guerriers s'affrontent instantanément, un flot d'acier et de mouvements désespérés. Sato balance sa masse avec une puissance terrifiante, presque surhumaine. Otto reconnaît le poids immense derrière l'attaque, sachant qu'un seul coup pourrait être fatal. Mais il croit que s'il peut juste esquiver ce premier coup, il trouvera une ouverture. Sato saute dans les airs, abattant l'arme avec une force fracassante. L'ancien chevalier ne peut que serrer les dents alors que l'arc doré descend. La masse s'écrase sur le sol de pierre, manquant sa cible d'un cheveu. Voyant sa chance, Otto charge, convaincu que la victoire est sienne. Mais Sato se contente de sourire, qualifiant le geste désespéré de son adversaire de complètement naïf. Il pivote à une vitesse impossible, attrapant Otto avec un revers brutal. Le coup porte, et Otto réalise qu'il n'affronte pas un homme, mais un monstre. Sato se tient au-dessus de son adversaire tombé, son aura irradiant une puissance pure et indomptée. Ses yeux brillent d'une intensité terrifiante, une promesse silencieuse de ce qui va suivre. Depuis les gradins, les hommes d'Otto ne peuvent que crier d'horreur pour leur capitaine tombé au combat. Ils supplient que le combat cesse, leur bravade complètement anéantie par cette démonstration. Mais Otto se relève en chancelant, essayant désespérément de mettre fin au massacre. L'ancien chevalier serre les dents, sa fierté luttant contre sa terreur pure. Ces hommes le supplient d'abandonner, sachant que ce combat est déjà perdu. Ils finissent par se rendre, prêts à rejoindre la guerre si cela peut sauver leur chef. Leur loyauté, semble-t-il, se manifeste enfin lorsque leur patron est sur le point d'être transformé en craie. En entendant leurs cris, la détermination d'Otto s'effondre enfin, sa défaite est maintenant absolue. Mais Otto ne peut que rire, ému par la loyauté de ces hommes même si les pieds et poings liés. Sato baisse les yeux, une sombre compréhension sur son visage alors qu'il écoute l'homme vaincu. La petite lame tombe au sol dans un cliquetis, un dernier aveu silencieux de sa défaite. La bataille terminée, Sato se dresse en vainqueur incontesté du duel. L'annonceur fait l'appel officiel, déclarant que Otto est incapable de continuer. Un drapeau blanc s'agite en signe de reddition tandis que la foule scande le nom d'Attila en signe de victoire. La poussière retombe dans l'arène, laissant un homme debout et une nouvelle légende naître. Otto lève les yeux au ciel, sa fierté brisée mais sa vie épargnée. Mais au lieu d'un coup de grâce, Sato lui tend la main, aidant son nouveau subordonné à se relever. Il dit à l'ancien chevalier qu'il n'est plus un simple sbire sans nom. Bienvenue parmi les personnages principaux, mon pote. Il dit à Otto qu'il est un guerrier respectable, un titre gagné dans la poussière de l'arène. Les hommes d'Otto et même le petit éclatent en un chœur de larmes très viriles et très reconnaissantes. Depuis les gradins, le seigneur Bertrand observe le résultat d'un regard froid et calculateur. Et au milieu de la foule en liesse, une silhouette encapuchonnée observe la scène se dérouler, la sorcière batterie. Elisabeth esquisse un sourire entendu, son petit jeu étant maintenant terminé.
Le petit de la calamité traverse l'arène en se hâtant, impatient de rejoindre son compagnon victorieux. Et alors que le soleil se couche, une nouvelle alliance improbable se forge dans le Colisée. À la demande de Sato, le corps de mercenaires Kiri rejoint officiellement l'armée du seigneur Bertrand. Et cette nuit-là, ils trinquent à un nouveau départ, leurs chopes s'entrechoquant en signe de célébration. Otto déclare que les verres sont offerts par le nouveau patron, et les hommes acclament leur chance inattendue. La taverne est animée par les demandes de nourriture des mercenaires. Sato observe la scène, notant sèchement leur rétablissement étonnamment rapide. Otto déclare fièrement qu'un vrai guerrier accepte la défaite avec grâce, mais sa grâce s'évanouit lorsque Sato lui refuse un verre, le plongeant dans la panique. L'ancien chevalier en est réduit à se battre en plaisantant avec ses propres hommes pour une chope. 2 semaines plus tard, Sato note que Otto semble s'être très bien remis. Le sympathique barman s'approche, interrompant le repas tranquille de Sato. Il souhaite bonne chance à Sato pour la guerre à venir contre l'Aquitaine. Les yeux de Sato se plissent, se demandant comment l'homme a eu connaissance de leur plan. Le barman accuse rapidement un mercenaire trop bavard avant de changer de sujet. Mais les yeux de Sato se plissent, sa voix est un ordre grave de rester parfaitement immobile. Le barman panique alors que Sato se met en position de combat, l'ambiance amicale brisée. Avec une certitude glaciale, il déclare que cet homme n'est pas le vrai propriétaire. Ses sens aiguisés ont perçu la vérité. L'homme n'a pas d'odeur, comme une poupée. Il souligne l'évidence. Un homme qui cuisine et sert devrait en avoir l'odeur. Le visage du barman se tord en un visage démoniaque alors que Sato exige sa véritable identité. Et d'un coup, le déguisement s'estompe, révélant une créature d'énergie rouge. Sous le regard choqué d'Otto, Sato affronte l'être mystérieux de front. Une silhouette masquée émerge de l'illusion, impressionné par la perception de Sato. Fini la soirée tranquille. Mais il prévient que connaître son identité ne les sauvera pas de ce qui les attend. L'homme masqué invoque une chaîne brillante, son arme de prédilection. Il la fait tournoyer dans un arc de feu, leur promettant un voyage rapide vers l'au-delà. La chaîne s'élance, mais Sato esquive le coup mortel avec aisance. L'arme fracasse le lustre, plongeant toute la taverne dans l'obscurité. Mais les yeux de Sato s'ajustent déjà, sa concentration inébranlable dans la pénombre soudaine. Otto, cependant, commence immédiatement à paniquer, hurlant à propos du noir. Il n'arrive pas à se calmer, terrifié à l'idée d'affronter un assassin qu'il ne peut même pas voir. Adieu, la lame de l'ogre. Il crie un avertissement alors que l'homme masqué descend pour une attaque surprise. Le coup porte, envoyant une décharge de douleur à travers le mercenaire terrifié. Sato attrape son subordonné paniqué, lui disant de ne pas bouger pendant qu'il s'en occupe. Les yeux de Sato se plissent, déduisant qu'il fait face à un assassin spécialisé dans le déguisement. L'homme masqué est visiblement stupéfait, son identité ayant été démasquée. Mais Sato en sait plus, l'appelant par son nom, Rachid, l'assassin de 2e rang. L'assassin démasqué se tient prêt, sa couverture complètement grillée. Avec un sourire confiant, Sato demande s'il a bien compris les détails. Une petite aiguille tombe au sol dans un cliquetis, un projectile silencieux et mortel. Mais il bouge en un éclair, tenant l'aiguille à la gorge même de l'assassin. Rachid le menace, exigeant de connaître la source de ces informations. Il offre le choix entre une mort rapide et une bien plus douloureuse, mais Sato se contente de sourire, demandant s'il peut appuyer cette menace avec une simple poignée d'épée. Rachid se jette en avant, sa propre aiguille visant à tuer. L'assassin ne peut que le fixer, réalisant que sa lame a complètement disparu car Sato tient maintenant l'arme même avec laquelle il a été menacé. Il abat la lame en un éclair, retournant la situation instantanément. L'acier tranche nettement le masque de l'assassin, un coup parfait. Le masque se brise, tombant au sol en 2 morceaux inutiles. Son identité révélée, Rachid ne peut que fixer son adversaire. Il hurle d'incrédulité, exigeant de savoir comment Sato a suivi ses mouvements. Sato révèle calmement le secret, l'odeur distincte du hashish. L'assassin réalise que ses propres habitudes ont révélé sa position dans le noir. Adieu la discrétion, Sato explique que la légère odeur de hashish était sur toutes ses armes cachées. L'assassin ne peut que le fixer, son esprit vacillant à l'idée d'être vaincu par ses propres habitudes. L'esprit brisé, Rachid s'effondre à genoux, admettant sa défaite totale. Mais alors que Sato se tourne pour partir, les yeux de l'assassin s'illuminent d'une dernière résolution désespérée. Il tend la main, essayant désespérément d'empêcher son adversaire de s'éloigner. Mais Sato le stoppe net, prononçant un nom qui change tout, Kossi. Le visage de l'assassin se tord en un masque de choc pur et total. Il exige de savoir comment Sato peut bien connaître le nom de son enfant. Sato lui lance juste un sourire glacial, refusant de révéler ses secrets. Son esprit revoit le souvenir de son fils, un jeune garçon nommé Kazup. Il sait que Kazup est destiné à devenir l'un des plus puissants alliés de Charlénard. La menace fonctionne parfaitement alors que Rachid hurle pour qu'il épargne son fils. L'assassin complètement brisé, Sato expose sa seule et unique condition. La demande est simple et totalement humiliante, devenir son chien fidèle. L'assassin légendaire ne peut que le fixer, sa fierté luttant contre son désespoir. Sato le rassure, disant que tout ce qu'il a à faire est de suivre les ordres sans poser de questions. N'ayant pas d'autre choix,
Rachid s'agenouille, acceptant le contrat du guerrier comme absolu. Sato sourit, satisfait de son nouveau subordonné, très compétent et très réticent. L'assassin prend l'ordre un peu trop au pied de la lettre, laissant échapper un aboiement de défaite, et Sato reste complètement sans voix, ne s'attendant clairement pas à un tel niveau d'engagement. Sato dit maladroitement à son nouvel assassin que l'histoire du chien n'était qu'une métaphore. Mais le moment est brisé alors que Otto et ses hommes crient de terreur à un bruit soudain. Ailleurs, la sorcière batterie Elisabeth observe le chaos à travers son orbe de divination. Elle est complètement déconcertée par leur étrange rituel, se demandant quel dieu ils peuvent bien prier. Son familier, un corbeau ténébreux, revient à ses côtés d'un battement d'ailes silencieux. Mais elle se contente de sourire, décidant qu'elle est impatiente de voir ce que ses nouveaux pions feront ensuite. Et ainsi, le printemps doux cède la place à la chaleur du conflit à venir. L'été arrive avec une séance d'entraînement brutale, le petit agissant comme un minuscule sergent instructeur. Le bruit assourdissant des sabots signale que le temps de la préparation est enfin terminé. Et tandis que l'armée avance, les feux de la guerre commencent à consumer le pays. La guerre commence, et avec elle, l'arrivée de l'homme que Sato cherchait. De l'autre côté du champ de bataille, une armée de fantassins se tient prête pour l'affrontement. Des bannières rouges claquent au vent, une déclaration de guerre contre le soleil couchant. La cavalerie charge, leurs sabots tonnant sur la terre brûlée. Un commandant hurle à ses hommes d'abattre leurs ennemis gascons sans pitié. Il rallie les forces aquitaines, exigeant qu'elles montrent leur véritable force. Mais son discours est brutalement interrompu par un éclair d'acier doré. Ces hommes ne peuvent que crier d'horreur alors que leur chef tombe sous leurs yeux. Ils lèvent les yeux, terrifiés, alors qu'une hache tournoyante fend le ciel comme un boomerang mortel, et un guerrier solitaire à cheval rattrape l'arme sans ralentir. Eh bien, c'est une façon de faire une entrée. Les soldats aquitains se préparent, sentant une force écrasante charger leur ligne. Mais leur peur se transforme en incrédulité lorsqu'ils réalisent que ce n'est pas une armée, mais un seul homme. Et cet homme est Sato, hurlant sur son cheval emballé avec un petit terrifié sur son épaule. Les soldats ennemis ne peuvent que le fixer, leurs esprits complètement court-circuités par cette vision absurde. Sa monture incontrôlable fonce droit dans les rangs ennemis, projetant des corps en l'air. N'ayant pas d'autre choix, Sato devient un tourbillon de destruction, sa hache dégageant un chemin. Il admet que ce n'était pas le plan, mais qu'il va devoir improviser sa grande entrée. Bien qu'il veuille faire profil bas, il est maintenant en train de démanteler à lui seul une armée entière. Les soldats terrifiés ne peuvent que crier qu'ils n'est pas humains, mais un démon du champ de bataille. La voix de leur commandant se brise alors qu'il donne le seul ordre qui reste, une retraite paniquée générale. Les soldats restants tournent les talons, essayant désespérément de fuir le champ de bataille. Mais Sato rugit qu'il ne les laissera pas s'échapper, son minuscule compagnon faisant écho à ce sentiment. Il saisit une énorme poutre en bois d'une charrette détruite, sa poigne est de fer. Avec un sourire féroce, il soulève l'arme improvisée, prêt à mettre fin à cette poursuite. Il canalise son pouvoir dans la lance improvisée, la faisant briller d'une énergie dorée. Une fenêtre système confirme son intention. La compétence lancée de lance a été activée. Avec un rugissement furieux, il lance son projectile ridiculement surdimensionné. L'énorme poutre fend l'air comme un missile, une traînée de puissance destructrice. Elle trouve sa première cible, transperçant un cheval en fuite avec une force brutale. La lance improvisée embroche toute la ligne de soldats, un coup vraiment dévastateur. La lance improvisée déchire la ligne ennemie, mettant fin brutalement à leur fuite. Avec son compagnon sur l'épaule, Sato rugit à ses propres hommes de se joindre à la mêlée. Ces hommes ne peuvent que crier pour qu'il attende, luttant pour suivre sa charge imprudente. Otto réalise avec une horreur grandissante que leur nouveau patron a déjà commencé la fête sans eux. Les soldats ennemis reconnaissent la tristement célèbre lame de l'ogre, Otto, leur peur grandissant à chaque pas. Mais ils savent que si Otto est ici, alors le vrai monstre, Attila, ne peut pas être loin derrière. Sous le commandement des Attila, le groupe de mercenaires Kiri devient une force avec laquelle il faut compter. Même Otto se bat avec une nouvelle détermination, ses poings comme des marteaux contre l'ennemi. Chaque membre de leur nouvelle unité joue son rôle dans le conflit à venir, et Rachid se déplace dans l'ombre, les préparant tous pour la véritable bataille qui les attend. Ailleurs, dans une grande cathédrale, une cérémonie de nomination est déjà en cours, et l'homme du jour n'est autre que Charles Hénard, recevant son titre de chevalier. Il est chargé de protéger les faibles et de défendre la vérité du royaume. Un ordre simple mais puissant est donné, devenir un chevalier pour le peuple. Alors qu'il se lève, les dames de la cour peuvent à peine contenir leur admiration. Elles s'extasient devant le héros de 16 ans, louant ses yeux vifs et froids. Mais tout le monde n'est pas impressionné, car deux nobles se moquent de la promotion du roturier. Ils pensent qu'il n'est rien de plus qu'un bouclier jetable pour la guerre à venir, mais leur bavardage condescendant est interrompu par une tape soudaine et lourde sur l'épaule. Et c'est Otto qui les domine de sa haute taille avec un simple avertissement de bien se tenir. Un nouveau guerrier intervient, les réprimandant pour leur manque de respect envers le nouveau chevalier. Le noble balbutie d'indignation, exigeant de savoir qui ose défier un baron. Mais une voix plus calme intervient, un jeune guerrier s'excusant pour l'emportement de son camarade. C'est Pipin, vice-capitaine du groupe de mercenaires du Lion d'Or.
Le baron est moins préoccupé par les excuses que par la façon dont ils connaissent son nom. Pipin se contente de sourire, affirmant qu'ils ont mémorisé chaque invité à la cérémonie. Le noble se moque, disant qu'il est impossible de connaître les 500 participants. Il rejette cela comme un bluff, une ruse de bas étage d'un roturier. Avec une révérence polie, Pipin s'excuse pour le dérangement et se tourne pour partir. Mais le baron n'a pas fini, furieux qu'un roturier ose s'en aller. Mais les yeux du guerrier sont froids, un défi silencieux à l'autorité du noble. Pipin explique qu'il mettait simplement en garde le baron pour son manque de respect envers Charles. Il souligne calmement qu'insulter un chevalier sans fondement est un crime grave. Mais le sourire de son compagnon est tout sauf calme, une menace silencieuse et glaçante. La bravade du baron s'évapore complètement, remplacée par une terreur pure et totale. Il leur hurle de partir, et le guerrier s'exécute avec joie. Eh bien, c'était une négociation efficace. Plus tard cette nuit-là, une luciole solitaire danse sous la lumière de la pleine lune. Le guerrier intense observe la petite créature se poser doucement sur son bras. Elle rampe le long de sa manche, sa lumière un minuscule phare dans l'obscurité. Le guerrier s'émerveille de sa vitesse, perdu dans des calculs très spécifiques et très geeks. Son camarade annonce leur départ pour le champ de bataille, mais Pipin sent un malaise persistant. Le guerrier se contente d'en rire, qualifiant sa distraction de simple insecte. Mais Charles Hénard leur dit de ne pas gaspiller leurs pensées pour des imbéciles sans pouvoir. Il jure de conquérir la nation, promettant que personne ne manquera plus jamais de respect à ses camarades. Le guerrier sourit, acceptant le poids de cette promesse solennelle. Avec un coup de poing amical sur la poitrine, leur lien de frère d'armes est scellé. Mais le guerrier se souvient soudainement de nouvelles informations sur un puissant mercenaire en Gascogne. Il prétend que ce nouveau combattant est réputé être aussi fort que Charles Hénard lui-même. La confiance du héros vacille, se demandant si un tel rival pourrait vraiment exister. Mais son doute se transforme rapidement en un sourire prédateur. Il est impatient de le rencontrer au combat. Le guerrier pose une question bizarre, se demandant si Sato peut voir l'ennemi depuis le ciel. Sato ne peut que le regarder en retour, son visage un masque de confusion pure et totale. L'homme le félicite d'avoir parfaitement saisi la force de l'ennemi, un exploit que Sato sait impossible. Les hommes célèbrent, croyant que le ciel est de leur côté, tandis que Sato note la foi nouvelle du bandit. Le guerrier l'appelle avec suffisance messire chevalier, mais Sato ne gobe pas son jeu une seconde. Mais Sato connaît la vérité. Le ciel n'a absolument rien à voir avec ça. Il saisit simplement le cours de la bataille, sa connaissance d'auteur et son arme secrète. Il sait qu'il ne doit pas trop interférer, laissant l'histoire originale se dérouler. Son but est de s'assurer que Charles trouve le royaume des fées, mais le ciel s'assombrit soudainement. Les autres y voient un présage divin, mais Sado lève les yeux avec un sentiment de malaise grandissant. Une éclipse solaire masque le soleil, jetant une ombre pourpre sur le pays. Sado réalise avec une horreur naissante que cela n'a jamais fait partie de son histoire originale. Son nouvel assassin, Rachid, surgit de l'ombre avec des nouvelles urgentes. Il rapporte que le groupe de mercenaires de Charles divisera ses forces dans 5 jours. Sato comprend immédiatement. Le protagoniste passe enfin à l'action. Il congédie son subordonné, son esprit déjà en effervescence face aux implications. Il se souvient d'avoir vaincu Blade, une victoire qui a maintenant affaibli l'armée de Gascogne. Les forces gasconnes se font massacrer, incapables de tenir leur position. Et si la guerre se termine trop tôt, Charles ne trouvera jamais le royaume des fées. Alors qu'un nouveau plan se forme, il interpelle son capitaine mercenaire, Otto. Il sait qu'il ne peut pas laisser l'histoire de son propre monde être davantage déformée. Avec un sourire sinistre, il annonce leur nouvelle cible, le groupe de mercenaires du Lion d'Or. La réaction d'Otto est une symphonie de panique pure et totale. Il balbutie, incrédule, se demandant si Sato a complètement perdu la tête. L'ancien chevalier souligne qu'ils sont un groupe de plus de 100 hommes. Il ajoute que la rumeur dit que leur chef, Charles, est tout aussi fort que Sato. Mais Otto se souvient du serment qu'il a prêté après leur duel, son destin est déjà scellé. Avec un rugissement de défaite, il accepte de suivre son nouveau chef vers une mort certaine. Il essaie de gagner du temps, énumérant toutes les préparations dont ils auront besoin. Mais Sato se contente de sourire en lui disant qu'il part immédiatement. Tant pis pour le préavis de 10 jours. Otto ne peut que le regarder fixement, son cerveau totalement incapable de traiter l'ordre. Sato clarifie le plan. Une petite équipe d'élite se déploie immédiatement, et la réaction d'Otto tient moins du guerrier courageux que du cri primal. 5 jours plus tard, le front sud est une vision de feu et de chaos. Un groupe de chevaliers aquitains regarde, terrorisés, complètement pris au dépourvu. Leur commandant réalise avec une horreur naissante que cela n'était pas dans le briefing. Une lame fend l'air, signalant le début d'une embuscade brutale, car la tribu du Loup Noir est arrivée pour renforcer l'armée gasconne. Les chevaliers se retrouvent face à un mur de guerriers furieux et aguerris, et la bataille commence par une démonstration brutale de la puissance de la tribu, brisant les os. Un guerrier de la tribu du Loup Noir déchaîne une frappe furieuse et dévastatrice. Le champ de bataille est jonché des corps de leurs ennemis, un témoignage de leur efficacité brutale. Pendant ce temps, au campement des mercenaires du Lion d'Or, les nouvelles de la bataille viennent d'arriver. Charles Hénard apprend que la légendaire tribu du Loup Noir a rejoint le front sud.
Ces hommes réagissent avec stupeur, incapables de croire que la redoutable tribu a pris le parti de la Gascogne. Mais Charles reste calme, écoutant le récit de leur avancée rapide et irrésistible. Il ne voit pas cela comme un revers, mais comme une occasion en or de prouver sa force. Avec une nouvelle détermination, il modifie les ordres de son unité, les redirigeant directement vers le front. Ces hommes acceptent sans hésiter, leur loyauté envers leur chef étant absolue. Pipin confirme qu'ils sont prêts, un sourire confiant sur son visage alors qu'ils se préparent à partir. Charles confie la deuxième unité à ses hommes les plus fiables. Il donne ensuite l'ordre à sa propre première unité de se déployer immédiatement. Il adresse un dernier avertissement discret à son vice-capitaine, Pipin. Mais Pipin se moque, rejetant l'idée même de sa propre mort. Leur autre camarade est d'accord, disant à Charles de ne pas s'inquiéter pour rien. Charles donne un dernier ordre, confiant la sécurité de Ruac à Pipin. Tant pis pour le « ne t'inquiète pas ». Son plan étant en marche, il rallie ses hommes avec une promesse de gloire. Les mercenaires du Lion d'Or rugissent en signe d'approbation, leur loyauté est absolue. Charles et son unité d'élite partent dans la nuit pour commencer leur assaut. Pipin les regarde partir, jurant de rapporter une montagne de têtes ennemies. Mais de retour au camp des mercenaires, Pipin sent une présence soudaine et inopportune. Avant que quiconque puisse réagir, Otto s'incruste à la fête avec un seau. Et juste derrière lui se trouve Sato, un large sourire sauvage aux lèvres en trouvant sa proie. L'énorme lame fend l'air, un flot de destruction dorée. Le visage de Pipin se crispe sous le choc, réalisant qu'il fait face à un adversaire hors du commun. Avec une décharge d'énergie dorée, il arrête la lame nette. D'accord. Donc ce type n'est pas un manchot non plus. Les mercenaires sont plongés dans le chaos alors que le premier assaillant frappe. Mais la vraie cible est Pipin, et le sourire de Sato indique qu'il l'a trouvé. Le choc de l'acier retentit, une ouverture brutale à leur danse mortelle. Le vice-capitaine réalise que ce n'est pas juste une embuscade. C'est une exécution. Le premier coup de Sato atteint sa cible, faisant couler le sang de la poitrine du vice-capitaine. La scène revient 5 jours en arrière, au moment où le soleil a été effacé du ciel. Otto, de manière compréhensible, piquait une crise à cause du plan de l'armée de 5 hommes, mais Sato savait que c'était le seul moyen de rééquilibrer la balance de la guerre. Il comprenait que leur fenêtre d'opportunité était incroyablement petite, et cette chance se présentait maintenant, alors que le protagoniste était loin de son camp. De retour au présent, Otto s'incruste, éliminant le premier garde. Pipin est déstabilisé, complètement pris au dépourvu par le chaos soudain. Sato a un sourire narquois, disant au vice-capitaine de coopérer tranquillement. Le camp étant maintenant en état d'alerte maximale, Sato se tient prêt à tous les affronter. Depuis les buissons, Otto et ses hommes regardent avec horreur leur chef se faire encercler. Il leur hurle de tenir leur position, insistant que tout fait partie du plan. Il clarifie la grande stratégie. Sato fauche l'ennemi pendant qu'il regarde, un plan vraiment infaillible. Sato pousse un soupir las, complètement imperturbable face à l'armée qui l'entoure. Il admet que le plan initial était une simple attaque éclair, mais les choses se sont compliquées. Les mercenaires ennemis chargent, une vague d'acier visant à le submerger. Il répond à leur charge par un saut, sa hache un flot de lumière dorée. La lame déchire le rang dans une démonstration de puissance brutale et enflammée, mais 3 autres descendent d'Enno, prêts à l'abattre. Leur lame ne trouve que la terre, leur cible ayant disparu en un instant. Un cri d'avertissement retentit alors que Sato descend du ciel comme un météore. Les mercenaires ne peuvent que hurler, leurs yeux écarquillés de terreur pure et totale. Il rassemble sa puissance, son être même brillant d'une lumière dorée destructrice. Un large sourire sauvage se dessine sur son visage alors qu'il se prépare à déchaîner son attaque. Il s'écrase au sol, fracassant la terre dans une immense explosion de feu. L'onde de choc dévaste le camp, un témoignage de sa puissance écrasante. Depuis les buissons, Otto prétend que tout cela faisait partie du plan. Bien sûr, mon pote. Les mercenaires restants sont projetés comme des poupées dans le chaos qui s'ensuit. Un survivant solitaire se tient au milieu de la poussière, son esprit luttant pour comprendre l'attaque. Mais le vrai combat commence alors que 2 des plus puissants guerriers de l'unité s'avancent. Le premier guerrier, Ruach, se souvient de sa promesse à Charles, protéger Pipin à tout prix. La seconde guerrière, Pipin, se ressaisit, sachant que Ruach est sa dernière ligne de défense. Avec une montée en puissance, Ruach jure d'être son bouclier quoi qu'il arrive. Son esprit se remémore la famille qu'il a trouvée, celle qu'on lui a appris à protéger. Il se souvient de Charles et Pipin, le cœur de sa nouvelle famille durement acquise. Et avec cette résolution, il déchaîne un coup de poing dévastateur, prêt à les défendre. Un rugissement furieux s'échappe de sa gorge alors qu'il canalise toute sa force. Son corps tout entier devient une arme, un mur de puissance pure et inflexible. Il bondit entre Sato et Pipin, se déclarant le bouclier de ses camarades. Mais Sato se contente de sourire, impressionné par la soudaine démonstration de puissance du guerrier. Ruach le confronte, lui demandant s'il est le tristement célèbre homme du massacre. Sato a juste un sourire narquois, admettant que le surnom commence à lui coller à la peau. La poigne du guerrier se resserre, sa détermination se durcissant comme de l'acier. Il se présente comme Ruach, le capitaine de l'unité d'assaut, prêt à combattre.
Avec un regard de pure détermination, il jure d'abattre Sato. Mais le sourire de Sato est tout sauf inquiet. Il a l'air absolument ravi. Ruak pousse un cri de guerre furieux, canalisant toute sa puissance. Il abat son arme dans une frappe massive qui fait trembler la terre, mais le coup ne trouve que le sol vide, Sato ayant esquivé avec une vitesse impossible. Notre gars est déjà dans les airs, prêt à contre-attaquer avec une attaque dévastatrice. Il abat la hache, sa lame enveloppée d'une aura de feu destructrice. La lame touche sa cible, brisant la défense de Ruach d'un seul coup brutal. Le guerrier ne peut que hurler alors que la force du coup le déchire. Pipin crie d'horreur en voyant sa dernière ligne de défense tomber. Ruach est projeté dans les airs, son corps témoignant de la puissance écrasante de Sato. Avec un sourire confiant, Sato décide que cela devrait suffire à attirer leur attention. Pipin est laissé seul, comprenant enfin la légende de l'homme du massacre. Elle réalise avec une horreur naissante qu'il est aussi fort que son capitaine, Charles. Un feu de rage pure et totale s'allume dans ses yeux. Non. Elle se corrige. Cet homme est peut-être même plus fort. Elle sait que cet homme est une menace qui doit être éliminée pour ses camarades. Mais Sato la regarde fixement, ses yeux dorés complètement imperturbables face à sa détermination. Avec un rugissement furieux, elle rallie ses forces restantes à ses côtés. Elle donne l'ordre à ses hommes de former un mur de boucliers défensifs. Elle bondit dans les airs, un phare de défi pour ses soldats qui chargent. Depuis les buissons, Otto a une petite crise de panique tout à fait compréhensible. Mais Sato est impressionné, reconnaissant le talent de Pipin en tant que commandante. Son ordre ravive instantanément le moral de ses soldats hésitants. Leur peur est remplacée par une détermination ardente à défendre leur camp. Elle appelle ses archers qui bandent leurs arcs en parfaite synchronisation. Avec un rugissement furieux, elle donne l'ordre à ses archers de tirer. Un autre commandant hurle à la garnison de former un mur de boucliers défensifs. Les soldats emboîtent leurs boucliers, formant une phalange impénétrable qui avance. Mais Sato a juste un sourire narquois, reconnaissant la tactique classique bien exécutée. C'est une stratégie simple. Chevaucher les boucliers et avancer comme une seule unité. Ils défendent comme un seul homme, déchaînant une volée de flèches derrière leur mur, puis ils attaquent comme un seul homme, une vague coordonnée d'acier et de mort. C'est la stratégie parfaite pour écraser un adversaire unique et désorganisé. Mais Sato tient bon, une aura dorée s'embrasant alors qu'il se prépare à les affronter. Depuis les buissons, Otto et ses hommes ne peuvent que hurler de terreur alors que l'armée charge. Il crie un avertissement à ses propres hommes qui se cachent encore dans les buissons. Une fenêtre système confirme son analyse. Détection de tactique maintenant active. Avec un sourire confiant, il sait qu'une pluie de flèches est sur le point de tomber. Les archers derrière le mur de bouclier bandent leurs arcs en parfaite synchronisation. Une volée mortelle obscurcit le ciel, visant à le clouer complètement sur place. Mais Sato lève simplement les yeux, complètement imperturbable face à la tempête d'acier qui approche. Otto et ses hommes, cependant, sont en pleine crise de panique. On dirait qu'il aurait dû écouter. Ce ne sont pas de simples flèches. Ce sont d'énormes carreaux enchantés destinés à tout anéantir. Les projectiles s'écrasent au sol, provoquant une série d'explosions de feu, et Sato effectue une retraite tactique en portant toute son escouade sur son dos. Il sait qu'il a fait des dégâts, mais leurs arcs à tir rapide le tiennent en respect. Il dit à ses hommes de descendre, et il suppose immédiatement qu'il les abandonne. Mais il les dépose simplement au sol, les yeux fixés sur la ligne ennemie. Avec un sourire confiant, il leur dit qu'il va arrêter les archers lui-même. Pipin hurle à ses hommes de ne pas le laisser s'échapper, leur ordonnant de l'abattre. Une nouvelle volée de flèches enchantées obscurcit le ciel, prête à frapper, mais Sato bondit dans les airs, esquivant les carreaux explosifs avec une agilité impossible. Il charge tête baissée dans la tempête d'acier, une décision tactique vraiment brillante. Otto et ses hommes ne peuvent que hurler d'horreur alors que les flèches se rapprochent, mais Sato devient un tourbillon de lumière dorée, déviant chaque projectile. Une nouvelle compétence s'active, un éclair d'énergie bleue dans le chaos de la bataille. Les yeux de Sato se plissent, un sourire confiant jouant sur ses lèvres. Il arrache une lance à un soldat tombé sans ralentir. Sa nouvelle arme en main, il se tient prêt à contre-attaquer. Il se lance en avant, un flot de mouvements visant droit sur le mur de bouclier. Il plane dans les airs, un météore doré descendant sur l'armée terrifiée. Pipin et ses hommes ne peuvent que regarder, leurs esprits incapables de comprendre son exploit impossible. Elle hurle d'incrédulité, se demandant à quel genre de monstre elle fait vraiment face. Les cheveux de Sato deviennent rouges alors qu'il rit, s'amusant clairement un peu trop. Le visage du vice-capitaine se tord de terreur, réalisant qu'il ne fait pas que se battre. Il s'amuse. Il atterrit avec assez de force pour fissurer la terre sous ses pieds. Avec un large sourire sauvage, il déchaîne un coup de hache dévastateur. Il lance l'arme, la transformant en un boomerang doré et mortel. La hache fend l'air, un flot d'énergie destructrice pure. Elle fracasse le mur de bouclier, brisant leur formation en un instant. Otto et ses hommes ne peuvent que hurler, la mâchoire décrochée. Tant pis pour leur analyse tactique. Le visage de Pipin se crispe d'horreur, sa stratégie parfaite complètement anéantie. La hache décrit un arc dans les airs, revenant dans la main de son maître. Il la rattrape sans même regarder, la puissance de l'arme vibrant encore. Il atterrit au milieu du chaos, une armée à lui tout seul,
prêt à finir le travail. Pipin ne revient pas. Leur formation, perfectionnée au fil des années de combat, a été complètement brisée par un unique lancer de hache ridiculement surpuissant. Elle lève les yeux vers le monstre qui les a vaincus, ses pensées se tournant vers Charles. Dans son esprit, elle présente une dernière excuse silencieuse pour son échec. L'esprit brisé, elle s'effondre à genoux, prête pour la fin. Sato lève sa hache, sa lame enflammée prête à rendre le jugement final. La vice-capitaine ne peut que se préparer, écrasée par le poids de sa défaite. Mais au lieu d'un coup final, Sato se contente de sourire, admettant qu'il s'est bien amusé. Il abaisse son arme, la bataille apparemment terminée dans son esprit. Et d'un dernier tour désinvolte, il s'en va, la laissant digérer sa défaite. Pipin ne peut que hurler de frustration, sa fierté complètement brisée. Le poids de son échec est une vérité amère et indéniable. Et leur mission accomplie, Sato et ses hommes se retirent dans la nuit. Pendant ce temps, Otto vit une expérience de mort imminente très publique et très bruyante. Il exige même que leur nouveau patron les porte pour le reste de la guerre. Mais Sato l'informe simplement que son entraînement repart de zéro. Alors qu'il chevauche, un oiseau messager fend le silence de la nuit. Il se pose sur son bras, une livraison silencieuse du nombre familière. La note vient de Rachid, son nouvel assassin devenu informateur. Mais quelle que soit la nouvelle, elle suffit à effacer l'expression de victoire du visage de Sato. La nouvelle pousse Sato à charger furieusement, ses hommes peinant à le suivre. Il ignore leurs appels, les yeux fixés sur une unique destination urgente. Il arrive à un campement silencieux sous la lumière de la pleine lune. Et il est là, l'homme qu'il cherchait, Charles Hénard.